Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici. Merci pour l'invitation. J'ai 1h30 à peu près pour vous parler. C'est 1h30 qui va aller très très vite. Et si vous n'êtes pas encore tout à fait réveillé, ça va venir. Voilà. Mon intervention elle va se faire en deux parties. Dans la première partie, je vais tenter de vous expliquer des choses. Soyons clairs, c'est un très mauvais moment à passer. Voilà. Ça va faire à peu près 60% de mon intervention. C'est un très mauvais moment. Les 40% qui suivent, ensuite, c'est bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on va dire que c'est un meilleur moment. Je vous en prie, restez jusqu'au bout. Ne partez pas après la première partie dégoûté, parce que là, après, psychologiquement, c'est ingérable. Puis après, vous allez dire sur les réseaux sociaux, « Oh, Arthur Keller, il nous détruit le moral. » Bah oui, forcément. Donc restez jusqu'au bout, s'il vous plaît. Je vais vous faire passer un certain nombre de messages, mais je ne suis pas là que pour ça. Je ne suis pas là que pour expliquer des choses, ou pour éventuellement même proposer des choses. Je suis surtout là pour réveiller. Vous, les autres, tout le monde en fait. Même ceux qui se bougent. On ne se bouge pas comme il faut. C'est pas juste qu'on ne fait pas assez vite, pas assez bien, pas assez fort. C'est pas juste ça. C'est que notre posture, jusqu'à présent, n'est pas la bonne. Et je vais essayer de vous faire passer un certain nombre de messages. Le premier, sans doute, c'est que les grands enjeux de notre temps n'ont pas été compris. Je vais vous l'expliquer, je ne vais pas juste vous l'asséner comme ça. Non, ils n'ont pas été compris. Ni par le public, ni par les journalistes, ni par la plupart des experts, ni par les décideurs. Ils ont compris, nous avons compris, qu'il y avait un certain nombre d'enjeux, un certain nombre de défis, un certain nombre de problèmes. La nature systémique de tout cela nous a échappé. Et si dans votre tête vous vous dites, bah si, on sait bien que tout est relié, bon, vous allez comprendre ce que je dis, je l'espère, quand je vous dis que la nature des enjeux nous a échappé, que jusqu'à présent, notre façon d'envisager l'espace des réponses, des solutions, des stratégies, des politiques, n'est pas la bonne. On est passé à côté de l'essentiel, et on continue de passer à côté de l'essentiel. Bon, je vais essayer de vous le démontrer. Allez, c'est parti. Déjà, alors je vais aller très vite, en 1h30. C'est long pour la plupart des speakers, souvent 3/4 d'heure, 1 heure, ils ont le temps. Moi, 1h30, c'est le minimum pour faire passer les messages principaux. Donc je vais être obligé d'aller très vite. Il y en a, si vous voulez, vous savez, il y a des compteurs qui prennent leur temps, qui font des pauses, etc. J'aimerais vraiment être de ceux-là. Je n'en ai pas le luxe, j'ai trop de choses à vous dire. Déjà, essayons de comprendre. Comprendre quoi? Eh bien, qu'on est face à une problématique, comme je disais, systémique, qui impacte toutes les dimensions de ce qu'on appelle le système Terre. Alors, c'est quoi le système Terre? On y va, je vous emmène. Le système Terre, c'est d'abord la lithosphère. Je vais vous décrire, vous allez voir en plusieurs parties, la zone sur laquelle il y a de la vie sur Terre. Donc, tout d'abord, la lithosphère, c'est la couche externe du manteau terrestre. On en tire un certain nombre de ressources dont nos sociétés modernes ont besoin pour fonctionner. Parmi ces ressources, on peut déjà citer le pétrole. Nos sociétés ont besoin de pétrole pour fonctionner, mais ce n'est pas tout. Elles ont besoin d'un pétrole abondant, fiable, il faut que le flux soit fiable, parce qu'il ne s'agit pas qu'il y en ait beaucoup le mardi et rien le jeudi. Donc il faut qu'il y en ait tout le temps, prévisible. De pétrole donc abondant, prévisible et bon marché. Tout dépend de ça. Je dis bien tout dépend de ça. Tous les business models de toutes les entreprises dépendent directement ou indirectement de cela, car toutes les entreprises dépendent directement ou indirectement de chaînes logistiques qui elles-mêmes ne fonctionnent tant qu'il y a une abondance de pétrole bon marché. Et nous allons bientôt, dans les 10 ans qui viennent, 15 ans au plus, sortir de l'ère du pétrole abondant et bon marché. Ça va remettre en question énormément de choses. Notre modèle de société lui-même, en réalité. Donc du pétrole, oui, du pétrole. Les grandes découvertes de pétrole, c'était il y a plusieurs décennies. Aujourd'hui, on est descendu, alors je dis aujourd'hui, je me suis arrêté en 2019, parce que 20 et 21, c'était des années exception, et j'attends les données 2022. Mais bon, bref, on est descendu à un taux de remplacement de la ressource de pétrole conventionnel de 16%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque baril de pétrole qu'on trouve, on en consomme 6. Voilà ce que ça veut dire. Donc, je ne suis pas en train de vous dire, demain, il n'y a plus de pétrole. Oh, si, il y en a. Il y en a dans le sol, il y en a même trop du point de vue climatique. Par contre, ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour organiser notamment une transition et puis faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture nette, de cassure, d'effondrement, dans certains cas extrêmes, de déclin en tout cas, voire de panne généralisée, pour qu'il n'y ait pas ça, il va falloir que l'on soit capable de continuer à fonctionner. Et pour ça, il faut gérer, il faut assumer un flux de pétrole abondant et bon marché. Or, ce flux va être compliqué. Ce n'est pas juste une question est-ce qu'il y en a dans le sol, ce n'est pas juste une question géologique. Elle est géologique, technique, industrielle, elle est financière. C'est quoi le cours de la ressource
le cours du baril sur les marchés. C'est quoi? Évidemment, ce sont également des questions fortement politiques, géostratégiques. Le pétrole, on peut dire qu'il ne fournit qu'un tiers d'énergie primaire, mais en réalité, sans pétrole, on ne sait pas produire le reste. Donc ça, c'est un véritable problème. Donc le pic pétrolier, c'est pas juste, il n'y en a plus dans le sol. Le pic pétrolier, c'est, non pas est-ce qu'il y a encore du pétrole quelque part, mais est-ce qu'il y en a là où vous êtes? Et si oui, combien? Tous les combien? À quel prix? Qui c'est qui l'a? Selon quels critères? Qui c'est qui décide? Vous allez voir, ce sont des questions qu'on va se poser au plus tard dans les années 30. J'attire votre attention sur le fait que la France n'est pas un pays producteur de pétrole. Je dis ça, si, en fait, il y en a un peu, mais environ 1,5% du pétrole que nous consommons. Je pourrais passer 3 heures rien que sur le pétrole. C'est juste pour brosser, pour poser quelques jalons, quelques idées clés. Je continue, je passe tout de suite aux minerais. Dans la lithosphère également, on va retirer des minerais dont on a besoin pour fonctionner, dont on a besoin pour nos infrastructures, pour maintenir le bâti, dont on a besoin aussi pour cette grande transition énergétique qu'on nous présente comme la solution pour pour essayer d'éviter le pire en matière de changement climatique. Alors voyez-vous, le changement climatique, c'est gravissime. Le changement climatique, notre survie est en jeu, véritablement au niveau planétaire. Et donc il faut à tout prix résoudre ce problème. Et pour résoudre ce problème, il s'agit de décarboner la civilisation. Et pour décarboner, nous avons plusieurs leviers, mais essentiellement, nous avons le levier de transition énergétique. Sauf que cette transition énergétique, on l'a conçue comment? On l'a conçue essentiellement comme on va produire l'énergie différemment. D'ailleurs, ce n'est pas d'énergie qu'on produit, c'est de l'électricité. C'est une forme bien spécifique d'énergie et tout n'est pas électrifiable. Passons. Donc nous allons produire l'électricité différemment. Et nous allons ensuite, évidemment, électrifier un certain nombre de choses. Donc il y a à la fois le stockage de l'énergie et il y a un changement d'objets ou de systèmes qui vont utiliser l'électricité, et notamment, évidemment, les voitures et de manière générale les transports. Il s'agit de passer du thermique vers l'électrique. Ou, d'ailleurs, vers l'hydrogène, pour certaines choses. Bon, alors, concrètement, ça va bien se passer ou pas, cette histoire de transition énergétique? Mais si on avait suffisamment de ressources pour la mener jusqu'au bout, oui, peut-être. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors j'attire votre attention sur le fait que la France n'est pas un pays très minier, voilà, que nous allons dépendre, comme pour le pétrole ou le gaz naturel dont je n'ai pas parlé, que nous allons dépendre de notre capacité à importer cette ressource sur un marché qui va se tendre. Mais maintenant, je voudrais vous attirer sur le cuivre. Le cuivre, alors pour ceux qui ne voient pas, en haut à gauche, c'est autre pays. Le cuivre, il est où? Les plus grandes réserves de cuivre aujourd'hui, premier producteur de cuivre et première réserve, c'est le Chili. Il y a également le Pérou, 10%. En fait, on a environ 40% du cuivre connu, un peu moins de 40%, qui est en Amérique latine. Bon, le souci, voyez-vous, c'est pas ça. Le souci, c'est que, qu'est-ce que ça demande de récupérer le cuivre? Comme le reste d'ailleurs, comme les autres métaux. Ça demande énormément d'eau. Or, il y a une guerre de l'eau qui est en train de se préparer déjà au Chili et dans les pays environnants. Vous pourrez vérifier si vous ne connaissez pas, faites des recherches, avec guerre de l'eau, vous allez trouver plein de choses. L'aridité perturbe la production de cuivre au Chili, les mines de cuivre au Chili, première victime du manque d'eau. Déjà, aujourd'hui, à certains moments de l'année, il n'y a plus d'eau dans toute une partie de la capitale du Chili. Et des experts nous disent que le monde doit se préparer à une grave et longue pénurie de cuivre. Nous sommes en 2023, la grande transition énergétique qu'on nous présente comme la solution, cette grande transition, elle demande beaucoup, beaucoup de métaux, et notamment, et surtout, beaucoup, beaucoup de cuivre. 20 kg de cuivre dans un véhicule thermique, 80 kg de cuivre dans un véhicule électrique, tous les systèmes de stockage, c'est du cuivre, il y en a un petit peu, tous les réseaux électriques, c'est du cuivre, tous les moteurs, les bobinages, c'est du cuivre, etc., etc. Et on ne sait pas vraiment faire sans. Ce n'est pas vraiment substituable. Donc, je suis là pour vous passer un premier message, qui est que la grande transition énergétique sur laquelle on compte pour s'en sortir ne marchera pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la faire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Il faut juste avoir conscience qu'on n'ira pas jusqu'au bout. Si on fait la somme aujourd'hui de tous les projets qui sont présentés par les États différents et par les entreprises, et si on met bout à bout tous les grands projets, nous n'aurons pas assez de ressources pour tous les mener. Il faudrait donc rationaliser les choses. Il faudrait donc mettre les efforts là où c'est le plus important d'abord. Et pour ça, il faudrait une coordination internationale. Il faudrait qu'on se dise tous ensemble, bon écoutez, alors où est-ce qu'on met nos ressources? Est-ce que c'est ce qu'on fait? Non, il n'y a pas de coordination internationale, il y a des conversations, et après chacun rentre chez lui et fait ce qu'il peut et ce qu'il veut. Et donc, globalement, aujourd'hui, on a réussi à foutre, excusez-moi, de la compétition jusque dans la transition énergétique. Débile. C'est une question de survie, et on fait ça. Donc, les plus riches vont pouvoir avoir leur cuivre et autres ressources,
et les plus pauvres ne pourront pas l'avoir et ne pourront pas faire leur transition. M'est avis que les pays riches, dont le mix énergétique est déjà assez bien décarboné, auraient plus intérêt à mettre leur argent dans la transition énergétique de l'Inde, par exemple, que dans la leur. Est-ce qu'on va faire ça? On ne va pas faire ça. J'attire votre attention donc que, oh, c'est pas, ouais, super, c'est un peu compliqué, mais on va y arriver. Nous n'avons pas les bons outils, nous n'avons pas les bonnes instances pour coordonner ça, et nous n'avons pas suffisamment de ressources pour aller jusqu'au bout de cette stratégie-là. Alors qu'est-ce qui nous reste s'il n'y a pas ça? La transition énergétique, c'est 3 leviers. Le premier levier, c'est les renouvelables et les systèmes de stockage qui vont avec. Le deuxième levier, c'est l'efficacité énergétique. Grâce à l'innovation, on est capable d'utiliser moins d'énergie pour produire la même chose. Le troisième levier, c'est la sobriété. La sobriété, personne n'en parle. Et là, je sais que dans l'esprit de certains, il y a une petite voix qui dit « bah si, on commence à en parler quand même ». Il y a Emmanuel Macron qui en a parlé, il y a Elisabeth Borne qui en a parlé. C'est pas vrai. Ils ont prononcé le mot, mais ils n'ont pas parlé de sobriété. Ils ont parlé d'efficacité énergétique, en appelant ça sobriété. Puisqu'ils nous ont dit « la sobriété, oui, bien sûr, mais ce n'est pas par la décroissance que nous ferons de la sobriété, c'est par l'innovation technologique. » Non, ça, c'est l'efficacité énergétique. La sobriété, c'est revoir à la baisse les besoins, revoir à la baisse combien on consomme et combien on produit. Nécessairement, on produit moins. Ça, évidemment, personne ne veut en entendre parler. C'est donc le troisième levier. Et aujourd'hui, on tord le mot, mais on ne parle pas du concept. Je continue. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que c'est une question d'énergie ou de matière première, ce dont je vous parle? Les deux, mon colonel. Il se trouve que les minerais sont de moins en moins concentrés, donc il faut de plus en plus d'énergie pour les produire. Et comme l'énergie est de moins en moins accessible, il faut de plus en plus de minerais pour la produire. L'un multiplié par l'autre, ça fait ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive, autrement dit un emballement du système. Dit autrement, nous allons atteindre des limites et nous allons les atteindre beaucoup plus rapidement que ce qu'on croit. On parlait du sable également. Qui ici sait que nous avons déjà, au niveau mondial, une pénurie de sable de construction? Quelques mains qui se lèvent. Voilà, effectivement, il y a plein de sable, hein, mais du sable de construction, c'est pas n'importe quel sable, on est déjà quasiment au bout. Savez-vous, par exemple, qu'en 2017 et 2018, la Chine a produit plus de ciment, donc de sable, que les États-Unis en avaient produit pendant tout le XXe siècle? Il y a des accélérations absolument folles d'un certain nombre de flux. Si on ne le voit pas, si on ne connaît pas les chiffres, on ne s'en rend pas compte. C'est pas juste en 2017-2018, ils ont gardé à peu près le même rythme, au moins entre 2011 et 2022. Au moins sur ces 12 années-là. La Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde, à Dubaï, est construit avec du sable importé d'Australie. Et il y a des mafias du sable aujourd'hui qui volent des littoraux entiers et qui les revendent sur un marché noir du sable. Et des gens qui se font tuer aujourd'hui, un peu partout dans le monde, à certains endroits plus qu'à d'autres, pour du sable. L'an dernier, il y a à peu près un an, en France, à Nancy, il y a eu le World Materials Forum avec les experts des matériaux qui se sont réunis et qui ont lancé une alerte rouge à la pénurie de matériaux pour la transition énergétique. Je continue. La deuxième dimension du système Terre, c'est l'hydrosphère, l'ensemble des eaux de la planète, les eaux de surface, les eaux de profondeur, les eaux dans le ciel, etc. Alors faisons un petit tour de l'état de l'hydrosphère. Déjà, elle est polluée chimiquement, absolument partout aujourd'hui. Elle est polluée, on va dire, matériellement, avec des déchets solides. Là, c'est par exemple cette amanille aux Philippines. Ça touche les humains, mais également les animaux, sur Terre comme en mer. Et c'est absolument partout. Nous avons des phénomènes d'acidification également de l'hydrosphère, qu'on voit notamment aux barrières de corail, qui vont certainement disparaître, puisque les experts nous disent que si on atteint un niveau de réchauffement de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est minimum 99% des coraux qui disparaîtront. Nous avons des phénomènes, évidemment, de réchauffement, qui touchent les océans comme le reste. Nous avons un phénomène d'augmentation et d'accélération du rythme de hausse du niveau de la mer. On est presque à 5 mm par an en moyenne mondiale. Nous avons des phénomènes de salinisation des nappes. Par exemple, ce monsieur qui était agriculteur au Bangladesh quelques années auparavant, la nappe dont il dépendait s'est salinisée, à la fois parce que le niveau de la mer monte et à la fois parce que des gens puissent dans les nappes, donc leur niveau descend. L'un plus l'autre fait qu'en surface, ça donne ça. Game over. Nous avons en France, ici, entre Angers et Nantes, la Loire qui s'assèche, et plein de fleuves qui s'assèchent. On savait que ça arriverait, sauf que ça arrive avec 20 ans, et encore même plutôt 25 ans d'avance. Et puis enfin, nous avons des problèmes qui touchent l'hydrosphère de désoxygénation, avec des écosystèmes entiers qui s'asphyxient et qui disparaissent, parce qu'il y a moins, voire plus du tout d'oxygène. Troisième dimension du système Terre, c'est la cryosphère. Pour être tout à fait franc, c'est une sous-partie de l'hydrosphère, parce que c'est de l'eau aussi, mais c'est l'eau solide, tout ce qui est glace.
Donc ça va être à la fois les glaciers, les inland seas, c'est-à-dire Groenland, Antarctique, les calottes, la banquise, et également le pergélisol ou permafrost, le sol gelé des hautes latitudes. Et tout ça, ça fond. Un rapport spécial de 2019 du GIEC disait que ça fond beaucoup plus vite que ce qu'on est capable de modéliser à ce stade, et il y a plusieurs études qui ont paru depuis qui disent la même chose. Il faut savoir que l'Arctique, par exemple, se réchauffe 4 fois plus vite que la moyenne mondiale. Alors, il y a des températures folles. On a quasiment 40 degrés il y a quelques jours en Arctique, au-dessus du cercle polaire. La quatrième dimension du système Terre, c'est l'atmosphère. Vous savez ce que c'est, je ne vous la présente pas. On en change la composition chimique, plutôt, extrêmement rapidement. Si l'on reconstitue, ça c'est pour info, pour ceux qui douteraient, c'est quand même une partie de la physique extrêmement solide. Une partie de la glaciologie, où avec des carottages glaciaires en Antarctique, on reconstitue l'évolution de la concentration atmosphérique en CO2. En l'occurrence, on remonte de 800 000 ans dans le passé. Si on fait ça, on voit qu'il y a eu des hauts et des bas. Ça corrèle extrêmement bien avec les périodes glaciaires, les aires glaciaires et les périodes interglaciaires. Et donc c'est une espèce de cycle sur 800 000 ans. Mais aujourd'hui, on est là-haut. Et on est au-delà de tout cycle. On sait, c'est démontré. Et si jamais il y avait encore des doutes, venez m'en parler après et je vous expliquerai pourquoi. C'est démontré, ce n'est pas une théorie. On sait que c'est dû exclusivement aux activités humaines et aux combustibles fossiles. Si on zoome sur les 2000 dernières années, voilà ce que ça donne, la température, la concentration atmosphérique en CO2 avec la température. Voilà, qui fait ça? La température de surface moyenne mondiale. On n'est pas dans un cycle. Alors, est-ce que ça décarbone? Parce que c'est ça l'idée. L'idée, on nous dit qu'il faut décarboner, on va décarboner, hey, on décarbone. Est-ce que ça décarbone? Nous sommes en 2022 et encore 82% de l'énergie primaire mondiale est fabriquée, produite à partir du gaz, du pétrole et du charbon. Ça décarbone très peu, quasiment pas. Parce que certes, on développe des renouvelables, mais on continue de développer les fossiles. On a prouvé notre capacité à développer les renouvelables tout en développant les fossiles. Est-on capable de développer les renouvelables en sortant des fossiles, ce qui est censé se produire? Peut-être, on verra. Nous n'en avons pas démontré la faisabilité. Alors pourquoi, diable, on ne parvient pas à faire diminuer ces satanées émissions de gaz à effet de serre? On peut se poser la question. Bon, moi je vous pose une autre question. Est-ce que depuis 20 ans, nos sociétés ont fondamentalement changé? Est-ce que les objectifs ont fondamentalement changé? Est-ce que les indicateurs ont fondamentalement changé? Est-ce que notre but dans la vie, notre idée de la réussite a fondamentalement changé? On a eu plein d'outils nouveaux, mais ça a été surtout une accélération vers les mêmes destinations. Bon ben voilà, vous avez la réponse. Ça risque pas de marcher dans ces conditions-là. Si on refuse toute remise en question, si on accepte juste de rajouter des projets un petit peu comme des patchs, ça ne fonctionnera pas. Le pneu craque de partout, on met des patchs et on continue de gonfler. Ça ne marchera pas. Ensuite, si on regarde l'empreinte carbone d'un Français, elle est environ de 10 tonnes équivalent CO2 par an et par personne. C'est essentiellement la voiture individuelle, le chauffage de la maison et la viande. Sans faire ici l'apologie du véganisme, je vous le dis, il n'y aura pas de sortie par le haut de la crise climatique si chacun ne fait pas un effort conséquent pour diminuer sa consommation de viande et de produits laitiers. Je suis désolé, oui, on est bon franchouillard, oui, c'est très bon, oui, on adore ça, on a une bonne raclette, mais si on ne fait pas cet effort, ça ne bouclera pas. Pareil, évidemment, sur la voiture individuelle, c'est quelque chose qu'il va falloir changer, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Aujourd'hui, si l'on veut respecter l'accord de Paris, qui est insuffisant, il faut que dans les 27 prochaines années, nous passions de la première à la deuxième ligne, que nous divisions par 5 notre empreinte écologique moyenne. Notre empreinte, carbone moyenne. Le passage de la première à la deuxième ligne, est-ce que vous croyez que ça va se faire en devenant un peu flexitarien, en voyageant les gens un petit peu moins par avion et en prenant le vélo une fois de temps en temps? Je ne pas dit qu'il ne fallait pas faire tout ça. Les efforts individuels sont importants, ils comptent, mais très honnêtement, ça ne va pas suffire. Nous sommes aujourd'hui face à un changement de civilisation. Le passage de la première à la deuxième ligne, c'est un changement de civilisation. On n'a pas, à la deuxième ligne, autant d'énergie quand on veut, quand on veut. On ne peut pas se déplacer autant qu'on veut, quand on veut. On ne peut pas avoir tout, de l'eau potable, autant qu'on veut, quand on veut, etc. Et il n'y a pas 150 marques de yaourt quand on va au supermarché. Ce n'est pas vrai. Ce monde-là n'existe plus à la deuxième ligne. Donc soit on organise le passage, soit on s'accroche au système existant, on ne veut surtout pas renoncer. Et à ce moment-là, la régulation du système, comme vous allez voir juste après, va se faire à nos dépens. La cinquième dimension du système Terre, c'est la biosphère, l'ensemble du vivant, tout ce qui vit, toutes les formes de vie. Il y a énormément d'études, il y en a des milliers. Je vais vous sortir celle-ci, elle est intéressante. Ils ont reconstitué les dynamiques d'environ 32 000 populations de vertébrés
partout dans le monde, sur les 5 continents, tous les océans. Résultat des courses, à quelques très rares exceptions locales près, avec des programmes de réinsertion, de réintroduction d'espèces qui ont fonctionné, à quelques rares exceptions près, nous observons partout sur Terre des taux de déclin. Et si l'on fait la moyenne de ces taux de déclin, on obtient 69% en 48 ans, entre 1970, début de l'étude, et aujourd'hui, enfin 2018. Et voilà. Et moi, je me retrouve sur scène à dire à des gens comme vous, quelque chose que je n'ai pas inventé, hein. Demandez à n'importe quel biologiste, écologue ou naturaliste, il vous dira la même chose. La vie sur Terre est en train de s'effondrer. C'est pas pour vous faire peur, hein. Je vous dis les choses. La vie sur Terre est en train de s'effondrer. Et on regarde Netflix. Qu'est-ce qu'on fout? Qu'est-ce qu'on fout? Alors, fun fact, nous faisons partie de la vie sur Terre. Nous avons, par exemple, un tiers des oiseaux de campagne en France qui a disparu en 15 ans. Dans le nord de l'Allemagne, c'est plus de 75% de la biomasse d'insectes volants qui a disparu en 27 ans. Si l'on regarde au niveau mondial, les mammifères terrestres et marins confondus, on évalue aujourd'hui que 62% de la biomasse que représentent ces mammifères, ce sont les animaux d'élevage et domestiques, 34% ce sont les humains, il reste 4% de faune sauvage. La 6e et dernière dimension du système Terre, c'est la pédosphère. Ce n'est pas ce que vous croyez, ce sont les sols. Les experts des sols nous racontent que 75% des sols au niveau mondial sont détraqués, abîmés par les activités humaines, 33% extrêmement dégradés. Voilà l'état des lieux, voilà l'état observé du système Terre. Les études que je suis allé choisir, ce n'est pas les pires. Je n'ai pas fait mon petit cherry picking là, pour aller chercher les meilleures études pour vraiment aller dans mon sens. Non, non, vous pourrez trouver encore bien pire. Je suis allé chercher des études dans chacun des domaines qui sont des études qui ne font pas l'objet de remise en question. À côté du système Terre, il y a l'anthroposphère, ou au milieu peut-être. L'anthroposphère, c'est la sphère humaine. C'est à la fois les constructions humaines passées et présentes, c'est à la fois les objets et les produits, ce sont les déchets et nous. Et l'anthroposphère, eh bien, elle est en train de faire boum. Cette étude, en 2015, la grande accélération, a étudié un certain nombre d'indicateurs liés aux activités humaines à gauche, et on voit une explosion depuis quelques décennies, depuis les 30 Glorieuses en réalité. Par exemple, l'usage d'énergie primaire, l'usage des engrais, l'usage de l'eau, la production de papier, les transports, les télécommunications, le tourisme, ça explose. Et à droite, nous avons les impacts que ça a sur le système Terre, qui explose également. Concentration atmosphérique en gaz à effet de serre, acidification de l'océan, accumulation d'azote dans les zones côtières, perte de forêts tropicales, etc. Deuxième étude intéressante, dont certains, j'en suis sûr, auront entendu parler, les limites planétaires, publiée en 2009, mise à jour régulièrement depuis. Une équipe internationale de scientifiques du système Terre se sont posé la question suivante. Y aurait-il pas des seuils à ne pas dépasser, des limites à ne pas franchir, pour maintenir l'habitabilité de la planète Terre? Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, mesdames et messieurs. Alors, je suis d'accord, on a tous nos problèmes de court terme, des problèmes personnels, professionnels, la fin du mois peut-être, les bidas pour certains, voilà, je ne sais quoi. Nous avons évidemment au niveau sociétal des graves problèmes également, ce qui se passe en ce moment, la réforme des retraites, que sais-je. Et puis au niveau mondial, on a encore bien pire. Il y a de la guerre, il y a de la famine, des problèmes de droits de l'homme, etc. Tout ça est extrêmement important, c'est extrêmement grave. Et moi, je vous parle du fait que dans les 20 à 30 prochaines années se joue l'habitabilité de la planète Terre. Il faut se réveiller, parce que je ne prétends pas couvrir tous les problèmes. Je dis juste que si on ne trouve pas une solution pour ne pas complètement foutre en l'air cette planète et notre capacité de vivre dessus, les autres problèmes, si vous voulez, notre capacité à les gérer. Donc, qu'en disent ces gens? Est-ce qu'il n'y a pas des limites à ne pas dépasser pour maintenir cette habitabilité? Il y en a 9 théoriques. Ils en ont identifié 9 limites à ne pas dépasser. Ensuite, ils ont essayé d'étudier pour chacune de ces limites où on en était. Résultat des courses, nous en avons déjà dépassé au moins 6. Sur le changement climatique, on est au-delà de la zone de stabilité du système climatique planétaire. Sur l'érosion de la biodiversité, je viens de vous le dire, ça s'effondre. Sur l'utilisation et la dégradation des sols. Sur l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère, en fait, ce sont les pollutions et les déchets. Ça explose, on rend les milieux naturels toxiques. Sur la perturbation des grands cycles biogéochimiques, c'est-à-dire les grands cycles du vivant. Ils ont fait un zoom sur 2 cycles de nutriments essentiels que sont le phosphore et l'azote. Le cycle de l'azote, le cycle du phosphore, totalement déréglé. Nous avons également le cycle de l'eau, une partie du cycle de l'eau qui est déréglée.
Une 7e limite, celle de l'acidification des océans, nous en sommes proches. Et une 8e limite, celle de l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère. On ne sait pas si on l'a dépassée ou pas. Nous n'avons pas encore toutes les données permettant de faire une évaluation planétaire. Sur les 9 limites à ne surtout pas dépasser, nous en avons déjà dépassé au moins 6. Nous sommes dans une situation de dépassement écologique planétaire, à savoir que la courbe rouge est au-dessus de la courbe verte. La courbe rouge, pour schématiser, on va dire que c'est la somme des pressions exercées par les activités humaines sur le système Terre. La courbe verte, on va dire, pour schématiser, que c'est la capacité du système Terre à encaisser ce qu'on lui inflige. On inflige plus au système Terre que ce qu'il est capable d'encaisser, et ce depuis plusieurs décennies. Une autre étude, après je vous laisserai tranquille avec les études. Celle-ci est très connue, j'imagine qu'il y en a plein qui en ont entendu parler, les Limits to Growth, publiée en 1972, la première fois, remise à jour au début des années 2000, la dernière mise à jour officielle, traduite également en français. Il y a plein de choses à en dire, c'est une étude absolument magnifique, avec ses défauts, mais d'énormes qualités. Et notamment, ils ont modélisé le système Terre d'une façon évidemment très simpliste, et pourtant, de manière tellement intelligente qu'aujourd'hui, leur modèle tient encore la route 50 ans plus tard. Parmi les nombreuses leçons qu'on peut tirer de cette étude, il y a celle-ci. Ça, c'est que se passe-t-il? C'est modélisable, et c'est quelque chose qui est démontré dans énormément de champs disciplinaires, pas juste dans la dynamique des systèmes. Que se passe-t-il lorsqu'on inflige, qu'on impose à un système qui a une limite, une pression croissante au cours du temps? Alors, dans les deux cas en haut, l'empreinte écologique, enfin la pression qu'on exerce, la courbe rouge, on va dire pour simplifier, la courbe rouge, elle augmente, mais malgré tout, elle reste en dessous de la courbe verte. Donc typiquement, c'est quoi la courbe rouge? Il y a 3 dimensions aux pressions qu'on exerce sur la nature. Première dimension, c'est en amont, on prélève des ressources. Ce sont des ressources, par exemple minières dans la lithosphère, ou des ressources vivantes dans la biosphère, ou dans la pédosphère. Les ressources qui sont non renouvelables, on puise dans des stocks, qui sont plus ou moins vastes, plus ou moins grands. Et puis, les ressources renouvelables, on les extrait, mais si on les extrait à un rythme supérieur à leur taux de renouvellement, ça devient des stocks finis. Ça, c'est en amont. En aval, on rejette des déchets et des pollutions. Et au milieu, on transforme la nature et on détruit en partie la nature. Donc, quand la courbe rouge passe au-dessus de la courbe verte, je vous ai dit que c'était le cas. Je vous ai dit que c'était le cas depuis plusieurs décennies. Donc, on est dans un des deux cas en bas. Que se passe-t-il? Et quand la courbe passe au-dessus de la courbe verte, ça veut dire qu'en amont, on prélève les ressources, celles qui se renouvellent, plus vite que leur taux de renouvellement, en moyenne, globalement. Ça veut dire qu'ensuite, on transforme la nature plus vite que sa capacité d'adaptation, la capacité d'adaptation de la faune, de la flore, et on détruit les écosystèmes plus vite que leur capacité de réparation. Il y a une capacité d'autorégénération de la nature, mais elle est limitée. Et qu'en aval, ensuite, on génère des déchets et des pollutions plus vite que la capacité du système à absorber ces déchets et ces pollutions, sachant que tout, d'ailleurs, n'est pas absorbable. Certaines choses ne font que s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. Les métaux lourds, les PFAS, ces polluants éternels, comme on dit maintenant, et puis également les plastiques, la plupart des plastiques qui ne font que se dégrader en plus petits plastiques, mais ne jamais disparaître, en tout cas pas à nos échelles de temps. Peut-être que sur des millions d'années, ils disparaîtront, mais pour nous, ça ne disparaît pas. Alors que se passe-t-il lorsque la courbe rouge passe au-dessus de la courbe verte? La première chose qu'on voit, c'est que la courbe verte, elle commence à décliner. Lorsqu'on détruit la nature plus vite que sa capacité de réparation, la capacité de réparation future de la nature est moins bonne. Donc dès que la courbe rouge passe au-dessus de la courbe verte décroît. Il y a deux cas de figure. Soit la courbe rouge repasse, d'une manière ou d'une autre, sous la courbe verte rapidement, avant que celle-ci ait trop décru, et le système, en bas à gauche, peut se mettre à osciller autour d'une position d'équilibre et ne pas se casser la gueule. Soit on continue à faire augmenter la courbe rouge, en bas à droite, tandis que la courbe verte dévisse. Et la mauvaise nouvelle, voyez-vous, c'est que, quoi qu'on fasse ou ne fasse pas, la courbe rouge va repasser sous la courbe verte. Parce qu'on ne peut pas durablement prélever plus de ressources que la capacité de renouvellement de ces ressources, parce qu'on ne peut pas durablement détruire plus vite que la capacité de réparation, parce qu'on ne peut pas durablement polluer plus vite que la capacité d'absorption des pollutions. Donc, ce n'est que transitoire le fait, temporaire, le fait que la courbe rouge soit au-dessus de la courbe verte. Elle repassera sous la courbe verte, quoi que nous fassions. Grande différence entre une courbe rouge qui repasse sous une courbe verte rapidement et une courbe rouge qui attend que la courbe verte soit totalement effondrée pour repasser par en dessous. Voilà, je vous laisse imaginer le cas en bas à droite qui nous dit que la somme des pressions exercées par les activités humaines sur le système Terre s'effondre. Je vous laisse imaginer ce que ça signifie pour les activités humaines. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne suis pas devin. Je suis dynamicien des systèmes.
Je sais que la courbe rouge va repasser sous la courbe verte, et je sais qu'on prend dangereusement le chemin du schéma en bas à droite, et qu'il est temps de se reprendre et de réagir extrêmement vite. Extrêmement vite. Alors, est-ce qu'on commence à comprendre un petit peu la situation, mesdames et messieurs? Oui, non, oui? Oui, oui, oui? Voilà. Ben non. Non, désolé, non. Après ce préambule que je juge indispensable, nous n'avons, et c'est bien là mon premier message, strictement rien compris. Mais rien, hein? Rien du tout. On a compris qu'il y avait des problèmes. Bon, d'accord. Non, là, ça ne va pas le faire. On a compris qu'il y avait des problèmes. Mais comment ils se relient, ces problèmes? Il n'y aurait pas une cause commune à ces problèmes? Est-ce que ce ne serait pas important? Et pourquoi ce serait important de considérer la cause commune, plutôt que de traiter les problèmes séparément? Je vous explique. On ne risque pas de trouver les bonnes solutions si on ne s'attaque pas aux bons problèmes. Alors prenons comme exemple le changement climatique. Est-ce que c'est un mal au sens de maladie, ou est-ce que c'est juste un symptôme? Moi, je vous dis que c'est juste un symptôme. Un symptôme du mal, qui est que notre civilisation est une machine qui convertit la nature en déchets. On prélève en amont, on transforme avec de l'énergie, en biens, en services, en infrastructures, que sais-je, nos sociétés, quoi. Et on rejette des déchets et des pollutions en aval. Il y a un peu de recyclage, il y a quelques circularisations de certains flux, mais globalement, c'est massivement linéaire. On transforme la nature en déchets. Les déchets sont de trois natures, solides, liquides et gazeux, et parmi les gaz, il y a des gaz à effet de serre qui détraquent le climat. Le détraquement du climat est une des multiples conséquences de une des multiples dimensions, composantes de ce problème, un des multiples symptômes de cette maladie. Une fois que j'ai dit ça, je sais encore que les gens n'ont pas compris pourquoi c'est important de dire ça, de faire la distinction entre la maladie et les symptômes. Je vais utiliser une métaphore maintenant qui va faire plaisir à personne, au point où on en est, c'est pas très grave, mais qui a le mérite d'être clair. Imaginez que vous ayez des problèmes de crâne récurrents, que vous ayez des maux de crâne, que vous ayez des problèmes de peau, que vous ayez également des problèmes de transit. Bon, traitez ça comme des problèmes. Vous avez des solutions techniques. Du paracétamol pour les mal de crâne, de la pommade pour la peau, de la tisane pour le ventre. Prenez ces différentes solutions, ce sont des petits aménagements quotidiens, vous pouvez continuer de vivre à peu près normalement. Mais si ce ne sont pas des problèmes différents, mais bien des symptômes du fait que vous avez un cancer généralisé, c'est-à-dire un dérèglement systémique de votre organisme, vous allez guérir le cancer avec du paracétamol et de la pommade? Non. Et c'est là qu'il faut comprendre que soigner la maladie demande des stratégies qui n'ont rien à voir, et j'insiste bien, absolument rien à voir avec la seule somme des réponses aux différents symptômes. Le symptôme changement climatique, très grave, vital de s'en préoccuper, vital, hein, vital de décarboner, si tant est qu'on puisse, vital et dérisoire. Le grand projet de décarbonation du monde, c'est du paracétamol. Le cancer est toujours là. Donc il faut le faire, mais si on ne fait que ça, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, des gens travaillent dans les renouvelables, ou alors décident de produire leur énergie avec des renouvelables. Je suis certain que dans cette salle, il y en a qui ont fait le choix de prendre des fournisseurs d'énergie verte pour dire les renouvelables. Et donc je suis du côté de la solution. Non. Désolé, non. Dans le silo énergie-climat, oui, peut-être. Et c'est bien, hein, c'est bien. Je prends. Mais ce n'est pas une solution, c'est un arbitrage. Pour soulager ce symptôme-là, on aggrave les autres au passage. Parce que les renouvelables, ce sont des flux extractifs massifs. Du sable, et puis des métaux, différents types de minerais. Et donc ça veut dire intensification de ces flux extractifs avec des impacts sur la pollution locale, notamment la pollution des aquifères, un usage de l'eau douce absolument énorme. C'est des destructions environnementales, c'est des espèces qui disparaissent, c'est des populations locales qui sont maltraitées, avec des enjeux également de santé publique majeurs. Alors, vous faites partie de la solution? Vous faites partie d'un arbitrage. Donc on peut dire, ben oui, alors j'arbitre, et c'est vrai que c'est terrible par certains aspects, mais que c'est tellement important, je considère que c'est prioritaire, et donc j'assume cet arbitrage. Pourquoi pas? Je peux l'entendre. Mais arrêtons de nous leurrer en disant, c'est la solution.
Si demain nous avions une énergie entièrement décarbonée, ce serait bien, beaucoup mieux, je suis pour. Mais ça dépend à quel prix, d'une part, parce que si on doit tuer toute la biodiversité pour ça, je ne suis pas sûr que ce soit bien. Et d'autre part, si on ne change rien d'autre, ça veut dire qu'on aura de l'énergie, certes décarbonée, au service d'une machine qui convertit la nature en déchets. Ça ne changera pas grand-chose. Il n'y a pas de solution sans qu'il y ait une descente énergétique et matérielle, sans qu'on diminue les flux amont et les flux aval, pour qu'ils reviennent en deçà des niveaux de soutenabilité du système Terre, et en parallèle avec une régénération massive de la biosphère. S'il n'y en a pas. On devrait aujourd'hui, en réalité, très honnêtement, arrêter au moins les 3/4 des activités humaines telles qu'elles existent, et c'est à peu près les 3/4 de l'humanité qui devrait être sur le pied de guerre pour régénérer la nature. Voilà ce qu'on devrait faire. On ne va pas le faire, on est d'accord? On ne va pas le faire. Alors, on a plein de gens qui travaillent sur la lithosphère, l'accès aux ressources dans la croûte terrestre. On a des gens qui travaillent sur les problèmes liés à l'hydrosphère, l'accès à l'eau, l'eau potable évidemment, des choses comme ça. On a des gens qui travaillent sur les problèmes liés à la fonte de la glace, notamment dans le Grand Nord, notamment les glaciers himalayens et les 2 milliards de personnes qui en dépendent. On a des problèmes liés à l'atmosphère et des gens qui travaillent dessus. Par exemple, j'en ai pas parlé, la pollution atmosphérique. C'est quand même 9 millions de morts par an selon l'OMS, c'est-à-dire bien plus que le sida et le paludisme réunis. On a des problèmes liés à la biosphère et heureusement que des gens bossent là-dessus, s'engagent pour protéger des espèces ou des milieux naturels. On a des gens qui travaillent sur l'accès notamment au sol et notamment pour la bouffe, évidemment. Et puis on a plein de gens qui travaillent sur tous les problèmes de l'anthroposphère, les problèmes des humains par les humains pour les humains. Voilà. Eh bien, imaginons, là on rêve, ça n'arrivera pas, mais imaginons qu'on arrive à résoudre tous ces problèmes, le cancer serait toujours là. On aurait paracétamol plus pommade plus tisane. C'est pas qu'on ne fait pas assez, c'est pas qu'on a besoin de beaucoup plus de ressources, c'est juste que notre posture n'est pas la bonne, notre approche n'est pas la bonne. Il faut un pas de côté. Il n'est pas superflu, c'est pas un petit plus, ça change tout, c'est vital. Je vais vous expliquer comment faire ce pas de côté dans la deuxième partie de mon intervention, mais j'y suis pas encore tout à fait. D'abord, je vais vous dire que l'avenir, pour nous, c'est ça. Et quand je dis nous, c'est l'humanité dans son ensemble. Évidemment, je ne sais pas exactement ce qui va se passer dans les différents pays, parce que ça ne va pas se passer de la même manière en fonction des différents endroits. Mais étant donné que la France n'est pas un pays, comme je disais, ni producteur de pétrole, ni producteur de minerais, ou à peine, je pense que nous n'allons pas forcément, tout pays riche que nous soyons, être dans les mieux lotis. Certainement pas dans les pires non plus, mais certainement pas dans les mieux. Nous allons de toute façon, même les ultra-riches, nous allons tous, plus ou moins vite, plus ou moins tôt, mais dans les prochaines décennies, vivre ça. Moins d'énergie et moins de matières premières. Pour résoudre toujours plus de problèmes, puisque ça va se faire, de toute façon, c'est engagé sur changement de régime climatique, sur fond de changement de régime climatique, avec des disruptions écologiques, des raréfactions et des pénuries en termes de chaînes d'approvisionnement, y compris d'approvisionnement de certaines choses sans lesquelles nous ne savons plus produire les choses essentielles, et derrière, donc, du coup, des déstabilisations sociétales et des conflits. Et je ne suis pas ici pour vous faire peur. Pas mon but de vous faire peur. Je suis un spécialiste des risques systémiques, je suis un spécialiste des vulnérabilités des sociétés face à ces risques, je suis un spécialiste, vous le verrez après, des systèmes résilients. Donc pour l'instant, si vous voulez, voilà la direction générale qu'on prend. Face à ça, nous avons des vulnérabilités sociétales. Nos vulnérabilités, c'est notamment notre dépendance au transport. Tous les transports demandent du pétrole abondant et bon marché, même les transports qui roulent à l'électrique, comme le train en France. S'il n'y a pas de pétrole abondant et bon marché, on se demande bien comment les agents de la SNCF vont aller bosser, on se demande bien comment on entretient les voies, etc. Même ça, directement ou indirectement, tous les transports demandent de l'énergie, du pétrole bon marché. Nous avons une dépendance, évidemment, à des réseaux et infrastructures, eau, gaz, électricité, télécommunications, qui, pour leur bon fonctionnement et leur maintenance, demandent énormément d'énergie et de matières premières, notamment du sable et des métaux. Et si on ne les entretient pas, très rapidement, ça se dégrade. Aux États-Unis, il y a plusieurs endroits, il y a pas mal d'endroits, en fait, dans pas mal d'États, où ils n'ont plus assez d'argent pour entretenir leurs routes. Ils font donc passer des bulldozers, ils arrachent les routes et on repart sur de la piste. Vous voyez, aux États-Unis, première économie du monde, on repart sur de la piste. Troisième dépendance, troisième vulnérabilité, la technologie. Ah oui, souvent on ne vous présente pas la technologie comme une vulnérabilité. Et pourtant, le problème, voyez-vous, ce n'est pas la technologie, c'est notre technologisme. C'est notre dépendance absolue à tout ça, y compris pour des choses essentielles, vitales. Si on peut mettre en place une technologie qui fait les choses mieux, plus rapidement, plus efficacement, ah super, on a optimisé, on choisit. Et on perd la compétence qui nous permettait de faire avant qu'on ait cette technologie. Bon, eh bien pourvu que ça dure, Mais le propre de la technologie, c'est de tomber en panne.
Et les systèmes qui sont prévus pour intervenir en cas de panne, eux-mêmes vont cesser de fonctionner tôt ou tard. C'est quoi le plan B? Donc pour les choses vitales, il faut à tout prix avoir un plan B. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et puis surtout, à l'époque des cyber-risques, on a des gens qui attaquent des réseaux électriques, des gens qui attaquent le plus grand oléoduc des États-Unis, des gens qui attaquent les États-Unis eux-mêmes, les agences gouvernementales, qui attaquent les hôpitaux de Paris en pleine crise de Covid, qui attaquent les sites portuaires majeurs des Pays-Bas et de la Belgique, qui attaquent les centres de logistique pour la grande distribution, qui attaquent des mairies et des particuliers aussi. Face à tout ça, nous avons certaines précarités. On va parler de certainement la plus grave de toutes, notre précarité alimentaire. Oui, en France, nous sommes un pays en grande précarité alimentaire. D'après cette étude de 2017, dans les 100 plus grandes aires urbaines françaises, ce que consomment les gens alimentairement vient d'ailleurs à 97,9%. L'autonomie alimentaire des villes en France, c'est 2,1%. La ville qui produit localement le plus de ce que mangent ses habitants, c'est Avignon, 8%. Bon. On a besoin de quoi pour manger? Pour produire de la bouffe? De semences. Et 99 fois sur 100, ces semences, on les achète à des multinationales semencières pas françaises, elles sont produites ailleurs. On a besoin de quoi d'autre? D'intrants. Des pesticides, on en utilise beaucoup trop, on pourrait faire quasiment 100 en réalité, si on était un peu intelligent. On en parlera après. Mais aujourd'hui, à ce stade, on ne sait pas faire 100. Les pesticides, c'est énormément de gaz naturel, enfin surtout de pétrole. On a besoin d'engrais, là pour le coup, c'est du pétrole et du gaz naturel. Ce n'est pas nous qui les fabriquons, on les achète ailleurs. On a besoin de machines, des machines ultra sophistiquées qui sont 9 fois sur 10 américaines ou asiatiques. Si elles tombent en panne, on ne sait pas les réparer. Aucun paysan, bon, il n'en reste plus beaucoup des paysans, aucun agriculteur, aujourd'hui, ne sait réparer sa moissonneuse-batteuse. Voilà. Donc s'il n'y a pas la pièce qui vient du bon endroit au bon moment pour réparer ou la mise à jour du logiciel, c'est foutu, ça ne marche plus. Nous se sommes devenus totalement esclaves de la machine. On a besoin évidemment de pétrole bon marché, on a besoin des aides de l'Union européenne, sinon ça se casse la gueule, et on a besoin d'une main-d'œuvre étrangère, spécialisée, saisonnière, à bas coût, qui vient en France produire notre bouffe pour nous, parce que c'est quand même pas nous qui allons mettre les pieds et les mains dans la terre. Et quand ces gens-là pourront plus venir, parce qu'il n'y aura plus de pétrole abondant dans les bons marchés, on va faire comment? Si vous parlez aujourd'hui à une élite politique en France, si vous allez voir un ministre quelconque, et que vous lui dites qu'il y a un risque de pénurie alimentaire durable en France, il vous rira au nez. C'est un impensé. C'est complètement inimaginable. Et vous allez voir pourquoi après. Parce que notre vision des risques n'est pas la bonne. Face à ça, nous avons des solutions qui nous sont proposées. Criez pas victoire, il y a des guillemets. Hein. Et notamment, ça rentre essentiellement dans ce contexte-là, qui est dans ce cadre conceptuel qui est le développement durable. Rapport Brundtland, 1987, acte de naissance officiel du développement durable. Ça veut dire quoi, durable? J'imagine que dans votre tête, il y a une petite voix qui dit qui peut durer? Non, ça ne veut pas dire ça, durable. Ça, c'est vous, ça. C'est papa-maman, dans le dictionnaire, il y avait peut-être écrit ça. Mais là, en l'occurrence, on parle du rapport Brundtland, qui a été mis en place par des gens à partir de concepts édifiés, conçus par des économistes. Il y a des gens qui ont une formation d'économie dans la salle? Il y en a quelques-uns. Vous ne me contredirez pas, je pense. Si je dis qu'il y a un grave problème avec les économistes, c'est qu'ils voient le monde à travers la notion de capital. Tout n'est que capital. Et voyez-vous, on a un problème aujourd'hui parce que les modèles économiques qui sont utilisés absolument partout, par les multinationales, par les pays, par les instances internationales également, FMI, Banque mondiale, OMC, sont des modèles néoclassiques. Je ne vais pas faire un cours d'économie, mais voilà. Le modèle néoclassique, l'école de pensée néoclassique en économie a gagné parce que les 30 Glorieuses lui ont donné raison. Ou ont semblé lui donner raison parce qu'on a masqué tous les effets négatifs de ça. Et on s'est concentré sur les effets uniquement positifs. Donc globalement, aujourd'hui, les autres écoles de pensée sont à peine enseignées dans le monde. Et tous les modèles qu'on utilise sont néoclassiques. Et les modèles en question, ils ont des hypothèses. Je ne vais pas regarder toutes les hypothèses, on y passerait des heures. Ça serait assez croustillant. Parce que je peux vous dire qu'il y en a certaines totalement abstrait, ça a été démontré faux par l'expérience du monde réel depuis des décennies. On continue quand même à utiliser des modèles basés sur ces hypothèses. Parmi les hypothèses intéressantes aujourd'hui, il y a celle qu'on doit à Jean-Baptiste Say, un des pères de la théorie classique, qui a écrit en 1828 « Les ressources naturelles sont inépuisables, car sans cela, nous ne les obtiendrions pas gratuitement ». Pensée typique d'économiste. Ne pouvant être ni multipliées ni épuisées, elles ne sont pas l'objet des sciences économiques et aujourd'hui, dans les modèles qui sont utilisés, le caractère épuisable des ressources naturelles n'est pas pris en compte.
Il y a quelques très rares économistes qui commencent à dire oui, mais enfin quand même il y a des limites dans l'exploitation. Mais lorsqu'ils acceptent l'idée d'épuisabilité de certaines ressources, ils la remplacent par une autre idée qui est celle de substituabilité. De toute façon, on trouvera autre chose pour faire pareil. Donc il n'y a pas de limite, de toute façon. Soit c'est pas épuisable, soit c'est substituable. Et puis il y a lui là, Robert Solow. Le modèle de Solow est extrêmement important dans toute notre société parce que c'est lui qui démontre qu'il faut de la croissance, qu'on peut croître éternellement, etc. Ce modèle de Solow, il y a une hypothèse pour qu'il tienne la route. C'est l'hypothèse d'interchangeabilité ou de substituabilité des facteurs de production. Globalement, s'il y a moins, les différents facteurs de production ou différents capitaux, types de capitaux sont interchangeables. S'il y a moins d'hommes, on les remplace par des machines. S'il y a plus de machines, on les remplace par des hommes. C'est interchangeable. Sauf que maintenant, on applique ces concepts-là au monde réel. Dans le monde réel, il y a un capital naturel et il est épuisable. Mais ça donne quoi, cette hypothèse d'interchangeabilité? Ça donne, il n'y a plus d'eau, c'est pas grave, on trouvera autre chose qui fait pareil. Voilà ce que ça donne. Il n'y a plus de pollinisateurs, on met des drones. Imaginez, on coupe tout le bois de la planète, tous les arbres. Si on les laisse pourrir sur place, c'est une perte de capital. Mais si on transforme ce bois en des outils, en de l'immobilier, du mobilier, de l'énergie pour des industries, il n'y a pas de perte de capital, il y a transformation d'une forme de capital vers une autre forme de capital. La quantité globale de capital ne diminue pas, et c'est ça la définition de la durabilité pour un économiste. On lègue aux générations futures une quantité globale de capital au moins égale à la quantité globale actuelle. Donc, si on coupe tous les arbres de la planète, mais qu'on utilise ce bois de façon intéressante pour l'économie, c'est durable. Voilà ce que ça veut dire. Ce monsieur-là, qui a eu le prix Nobel, il a dit en 1974, le monde peut se passer des ressources naturelles. Il y a, au début des années 90, des économistes et des scientifiques qui ont fait un groupe. Ils ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie écologique, et ils ont dit c'est complètement con cette définition de la durabilité. Jamais de la vie ce sera durable. Pour que ce soit durable, il faut rajouter plein de critères. Par exemple, le fait qu'on ne prélève pas les ressources renouvelables plus vite que leur taux de renouvellement, ou qu'on ne pollue pas plus vite que le taux d'absorption des pollutions, etc. C'est pas complet, c'est pas parfait, mais c'est déjà un pas dans la bonne direction, et nous avons aujourd'hui des modèles qui existent, mais ce sont des modèles marginaux, marginalisés, ils ne sont pas utilisés aujourd'hui. Dommage, hein? Donc aujourd'hui, cette vision-là de la durabilité, celle qui est née dans les années 90, on appelle ça la durabilité forte. Et cette version-là de 1987, on appelle ça la durabilité faible. Renseignez-vous sur ces choses-là. Faites durabilité forte, durabilité faible. Allez lire un petit peu. C'est absolument indispensable. Quand vous entendez développement durable, ça veut dire durabilité faible. Lorsque vous entendez croissance durable, ça veut dire durabilité faible. Lorsque vous entendez durable, ça veut dire durabilité faible. Quoi que vous entendiez durable, ça veut dire durabilité faible. Et la durabilité faible dans un monde aux ressources limitées, ça veut dire une seule chose, non durable. Donc ça ne va pas durer. Voilà. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est dans le développement durable est merdique, ça ne veut pas dire que les gens sont tous cons ou des salauds. Il y a plein de choses super qui sortent de là, des choses très utiles, mais globalement le cadre conceptuel est inadapté, il est hors sol et ça ne marchera pas. Mais rassurez-vous, la technologie est là pour nous sauver. Et oui, parce qu'on est géniaux. Et oui, parce qu'on s'en est toujours sorti. Alors on va toujours s'en sortir, bien évidemment. Voilà. Et la technologie est là pour nous le rappeler. Alors la technologie, je vous le dis tout de suite, ça ne résoudra rien du tout. Ça va résoudre des problèmes techniques, certains symptômes peut-être, en aggravant d'autres passages. Mais ça ne s'attaque pas aux problèmes systémiques. On ne résout pas un problème systémique sans changement systémique. Et la technologie n'est pas capable d'amener un changement systémique. Donc une somme de technologies ne permettra pas de changer ce qu'il faut changer, de la même manière que paracétamol plus pommade plus tisane ne permet pas de soigner le cancer. Ça ne marchera pas, ça ne bouclera pas. Donc la technologie peut être au service d'une solution, et cette solution est nécessairement un nouveau projet de société, mesdames et messieurs. Rien de moins. Prenons un exemple, la 5G. La 5G, il fallait y aller, il n'y avait pas de débat. Pourquoi? Parce que ça existait. Et puis comme ça existe, il y a un couillon quelque part qui a dit moi je le développe. Et à partir du moment où il y a un couillon quelque part qui le développe, tous les autres couillons qui peuvent suivre, il faut qu'ils suivent, il n'y a pas le choix. Parce que sinon on est moins compétitif, sinon... Voilà. Et donc couillon après couillon, on y va. C'est une course en avant, sans fin. Enfin sans fin, si, justement, on va buter contre des limites, donc on va toucher une fin, ouais. Mais en théorie, c'est sans fin. C'est ce qu'on appelle en thermodynamique le syndrome de la reine rouge, il faut courir toujours plus vite pour maintenir ce qu'on a, courir toujours plus vite pour faire du surplace. Alors la 5G, les opérateurs de téléphonie mobile en France étaient tout à fait circonspects.
écoutez, oh là, on va étudier la question, nous ne nous pressons pas trop. On a Olivier Roussat, le patron de Bouygues Télécom, qui a priori n'est pas un décroissant altermondialiste, qui a dit au Sénat en 2020, si on développe la 5G, la consommation électrique de tous les opérateurs va exploser. Et il a fait remarquer que ce n'était pas complètement compatible avec les objectifs, les engagements de la France pour le climat. Oh là là, qu'est-ce qu'il n'avait pas dit? Il ne fallait surtout pas critiquer la 5G. Hein. D'une manière générale, mesdames et messieurs, on ne peut pas critiquer la technologie, c'est notre fétiche. C'est un outil qu'on maîtrise bien, il est super. On est face à des problèmes, on veut que l'outil soit utile, on l'applique aux problèmes. Et puis ça ne marche pas. Jusqu'à présent, ça ne marche pas. Hein. Alors, on résout des problèmes locaux, etc. Mais sur le climat, par exemple, on n'y arrive pas, on ne décarbone pas du tout, au niveau mondial. Alors, est-ce que ça ne marche pas? Non, non. Alors, ce qu'on se dit, c'est mais si, ça marche, en fait, ça marche quand même, mais les conditions ne sont pas encore complètement réunies. Alors, s'il y avait plus de volonté politique, si le marché faisait plus ceci, s'il y avait moins cela, s'il y avait bidule, à ce moment-là, ça va marcher. Donc, il faut accélérer, accélérer, accélérer dans cette direction qui, jusqu'ici, ne fonctionne pas. On ne remet pas en question l'outil. On remet en question la façon dont on voit le problème. Pour qu'il corresponde à notre outil, quand votre seul outil est un marteau, tout problème ressemble à un clou, mesdames et messieurs. Bon, je termine ma première partie sur parler de la décroissance. Je ne suis pas un décroissant, je vous le dis tout de suite. Et je ne suis pas ici pour vous vendre la décroissance. Je suis juste ici là pour remettre les pendules à l'heure sur ce débat, pour reclarifier les termes du débat, parce qu'aujourd'hui, il faut arrêter d'être dans des postures qui se braquent sur cette idée de la décroissance. Ah, les décroissants sont fous, ce serait une casse sociale terrible. Alors, la récession, ce serait une casse sociale terrible, la dépression aussi. Voilà. Le contraire de la croissance, c'est-à-dire de la croissance du produit intérieur brut, PIB, qui est un indicateur, le contraire de ça, c'est la décroissance, c'est la, pardon, excusez-moi, non, c'est la récession, justement, et si ça dure, la dépression. La décroissance, c'est un projet politique, qui n'est pas un indicateur qui décroît. Donc, dans ce système tel qu'il existe, la décroissance du PIB entraîne un effondrement du système social. La décroissance, c'est justement une proposition de système social et économique alternatif. Après, il y a différentes propositions, différentes façons de voir la chose, différentes écoles de pensée de la décroissance. Et je ne suis même pas un très très bon vendeur de ce truc-là, puisque je ne connais pas ça très très bien. Regardez plutôt ce que propose Timothée Parric éventuellement sur la question. Lui, il connaît ça très bien. Je suis juste en train de vous dire que la décroissance n'est pas le contraire de la croissance. Et que justement, l'idée, c'est de pouvoir organiser une descente énergétique et matérielle, parce qu'on n'a pas le choix, sans que ça crée un effondrement social. Alors quand elle dit, Elisabeth Borne, la sobriété énergétique, c'est pas produire moins et faire le choix de la décroissance, c'est faux. Ce qu'elle est en train de dire, la sobriété énergétique, c'est pas la sobriété énergétique. Voilà, sa phrase, on peut la traduire comme ça. C'est débile, ça n'a pas de sens. La croissance, on nous promet maintenant qu'elle va être verte, et donc on nous présente la chose comme s'il y avait deux subjectivités du monde, deux visions, idéologiques quelque part, politiques, qui se vaudraient. Hein. D'un côté, ceux qui disent la croissance verte est possible, de l'autre côté, ceux qui disent qu'elle est impossible. Et vous voyez, il y a une différence fondamentale. C'est que, à gauche, je ne vous assène pas ça parce que j'ai envie, parce que c'est mon propos. Je vous dis ça parce qu'en 2013, j'ai écrit un rapport sur la question après avoir étudié la question pendant 1 an, en long, en large et en travers. Et donc, à gauche, ceux qui affirment que la croissance verte est possible ne tiennent pas compte des réalités biophysiques, des contraintes du monde réel, des limites écologiques, des lois de la nature. Et à droite, on en tient compte. Voilà la définition, voilà la différence, entre les deux, mesdames et messieurs. Le découplage entre les deux est impossible. On ne peut pas avoir une économie qui continue de croître avec une empreinte écologique globale qui décroîtra. Ça n'est jamais arrivé et ça n'arrivera jamais. Ce n'est pas qu'une question de gaz à effet de serre, c'est les pollutions, c'est les flux extractifs, c'est l'eau, l'usage de l'eau, c'est les sols, c'est tout ça. Il n'y a pas moyen d'alléger la pression sur tout ça en ayant une croissance économique positive. Ça n'arrivera pas. Poursuivre ce mythe de la croissance verte va nous tuer. Donc je sais que c'est compliqué, parce que notre système n'est pas fait pour décroître, mais dire les décroissants sont fous pour cette raison, non, les véritables fous, ce sont ceux qui sont en train de terminer de détruire la planète. Il faut se secouer les puces sérieusement. Allez, je termine en vous disant que les COP, dont on attend beaucoup pour le climat, et il y a plein de choses très bien qui sortent des COP bien sûr, mais elles se basent sur un texte qu'on appelle la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques. Ce texte, la CCNUCC, on peut y lire, article 3, alinéa 5, vous trouverez ça facilement en ligne, qu'il faut une croissance économique durable et un développement durable, durabilité faible hein, bien sûr, et qu'il ne faut pas gêner le commerce international. Donc, si on devait schématiser, on dirait que l'idée, c'est d'arriver à résoudre un problème en gênant le moins possible le système qui l'engendre. Ça ne marchera pas. Ça ne marche pas.
Si on regarde l'évolution de la concentration atmosphérique en CO2 depuis les années 60, ça donne ça. Et voilà le début des COP. Et s'il n'y avait pas eu les COP, on serait plus haut, hein, ça c'est sûr. On serait encore plus haut. Donc, j'ai envie de dire, je prends. On prend tout. On prend. Mais, sous prétexte qu'on a réussi à limiter la vitesse d'aggravation du problème, on va continuer à appuyer sur cette pédale à fond, et c'est ça qui va faire infléchir et redescendre les émissions. Et la concentration, in fine, peut-être. Ah bon? Parce que quand vous êtes à bord d'une voiture, vous vous dites que plus vous appuyez sur le frein, plus vous avez une chance de faire une marche arrière. Ce n'est pas la même fonction. Freiner et faire marche arrière. Ce n'est pas la même mécanique. Donc, les COP ont juste un potentiel. Et tout ce que l'on fait, toutes nos politiques ont un potentiel. Celui de réduire la vitesse à laquelle le problème s'aggrave. Il ne faut pas espérer plus que ça. Alors, c'est foutu. Voilà, il est trop tard. Il n'y a plus d'espoir. Je vous provoque. Foutu, ça ne veut rien dire. C'est foutu? Et qu'est-ce qui est foutu? Ce système? Ah oui, il est foutu. Ouais. Et on ne peut pas en construire un autre. Il n'y a plus d'espoir. Pour ce système, oui, il n'y a plus d'espoir. Oui. On ne peut pas en construire un autre. Il n'y a pas d'autres choses, il n'y a pas d'autres choses qui donnent de l'espoir, qui sont un peu en parallèle, un peu autre chose, quoi. Il n'y a pas moyen d'inventer autre chose. On est vraiment si nul que ça. Il est trop tard. Mais pourquoi? Pour éviter une cata? Oui. Il est trop tard pour éviter une cata, mesdames et messieurs. Ça va être difficile. Dès les prochaines années, probablement, et dans les prochaines décennies, avec certitude. Mais est-ce qu'il est trop tard pour éviter une crise encore pire? Non. C'est pas tout va bien ou tout va mal, 0 ou 1. Il y a une infinité de crises possibles, certaines dont on peut se relever, d'autres dont on ne peut pas se relever. Moi, je vous propose maintenant de faire en sorte qu'on puisse s'en relever. De faire en sorte qu'on puisse piloter au moins en partie ce qui arrive. La descente énergétique et matérielle que l'on va subir faute d'avoir su l'organiser. D'accord? On va créer des canaux de sauvetage, mesdames et messieurs. Et alors maintenant, et vous allez voir que vous avez un rôle à jouer. Il s'agit maintenant de réagir. Et vite et bien, hein, en faisant exploser tout d'abord un certain nombre d'idées préconçues, en déconstruisant par exemple l'idée qu'il y a des solutions. Oui, mais c'est bon, les problèmes, ça va, on les connaît. Hein, on a des experts qui nous expliquent, c'est bon, on connaît. Et les solutions, on les a. Il faut juste aller plus vite, c'est le marché, c'est la volonté politique, c'est ceci, c'est cela. Ouais, ok. Donc non, vous avez peut-être compris maintenant, on a pas mal de solutions à certains problèmes techniques, mais on n'a aucune solution aux problèmes systémiques. Et nous ne sommes pas dans la bonne posture, nous ne faisons pas, nous essayons simplement de multiplier et d'additionner du paracétamol, de la pommade et de la tisane. Et ça ne marchera pas. Donc il va falloir se raconter déjà des nouvelles choses. Pourquoi? Parce que les récits peuvent influencer nos perceptions de ce que peut ou ce que devrait être l'avenir. C'est très important. Est-ce que l'avenir qu'on veut mettre en avant, c'est la Smart City, par exemple? Je suis certain que dans cette salle, il y en a qui rêvent de Smart City. Je ne peux pas avoir un débat tout entier sur la Smart City, on n'a pas le temps. Juste 3 éléments. 1, Smart City égale objet connecté partout, égale énormément de flux extractifs. En plus, il faut les changer tout le temps. C'est des objets qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans maximum pour la plupart de durée de vie. Donc c'est tout le temps. Ça ne marchera pas. 2, une ville entièrement connectée, c'est une ville entièrement à câble. Voilà. Donc vulnérabilité maximum. 3, une ville entièrement connectée, c'est le rêve de tout dictateur. Donc si vous êtes un peu naïvement, peut-être un peu candidement fasciné par ça, je vous encourage à réévaluer votre fascination. Est-ce que c'est ça, l'avenir? Moi je dis, vas-y Coco, fais-toi insérer cette puce, on rigolera bien quand tu seras piraté. Est-ce que l'avenir c'est ça? C'est ça nos visions de l'avenir? Est-ce que c'est ça? Des gens au niveau local qui se mettent ensemble pour produire une partie de leur électricité, de leur bouffe, de leur habitat. Ah ça fait déjà un peu plus sens, mais ça fait envie à qui? Qui a envie de ça? Quelques-uns, toujours les mêmes, qui font de l'entre-soi. Bon, il est temps de façonner de nouveaux imaginaires collectifs. Certes, avoir des projets et les raconter, les incarner, les mettre en avant, les mettre en lumière de façon différente pour que ça plaise à plein de gens différents et travailler avec des gens différents. Ce n'est absolument pas une critique, c'est quelque chose que je dis à chaque fois, parce que c'est le cas à chaque fois,
Dans cette salle, s'il y a 3 ou 4 non-blancs, c'est le maximum. Et ça, c'est particulier tout de même, il y a un souci, non? L'existence des concepts, des propos que je diffuse, que j'essaye de diffuser, l'existence même de ça n'est absolument pas connue de la grande majorité des Français, de la quasi-totalité des communautés, on va dire, qu'elles soient ethniques, religieuses, culturelles, sociales ou autres. On est dans des bulles informationnelles. Bon, ici, j'ai un morceau d'une bulle face à moi. Il faut que vous sortiez de vos bulles. Il faut que les imaginaires soient variés, touchent d'autres bulles, d'autres façons de travailler avec les gens des autres bulles. Si vous restez entre vous, ça ne sera pas utile pour la société. Ça va cliver cette société encore plus. La guerre des imaginaires de l'avenir a commencé, mesdames et messieurs. Nous avons un imaginaire dominant qui nous dit qu'on va s'en sortir parce qu'on est géniaux, vers l'infini et au-delà. Bon, quand cet imaginaire va s'effondrer, parce qu'il va toucher les limites absolues, c'est quoi l'imaginaire qui va prendre le relais? Je vais vous dire ce que c'est. Selon moi, ce n'est pas scientifique, c'est mon avis. Ça va être les 1001 déclinaisons du repli. C'est l'imaginaire du repli, c'est nous contre eux. C'est du repli de classe, c'est du repli de caste, c'est du repli idéologique, c'est du repli communautaire, du repli religieux, c'est du repli individualiste, c'est du repli survivaliste. Plein de replis différents. Il y en a qui sont moins pires que d'autres, mais repli égale clivage de la société, fracturation de la société. Et donc tous les gens qui se replient pensant faire le choix intelligent font le mauvais choix, parce que ça va leur retomber sur la gueule. Une communauté, quelle qu'elle soit, ne peut pas être résiliente, on va voir juste ça juste après, si les autres communautés autour ne le sont pas. Ça ne marchera pas. Donc à nous de créer un autre imaginaire, celui nous avec eux, la collaboration, la solidarité entre groupes. Extrêmement important. C'est pas parce que je trouve que c'est mieux, c'est plus en phase avec mes orientations politiques ou idéologiques. Non, je suis un expert des systèmes résilients et je vous dis qu'il n'existe pas de manière pour une société de ne pas s'effondrer si, dans une situation où il y a moins de ressources, il n'y a pas une organisation de la solidarité intra- et intercommunautaire, intra- et interterritoriale. Voilà, c'est une nécessité. Donc, comme je le dis des fois aux gens, si vous êtes naturellement enclin à la bienveillance envers votre prochain, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, soyez solidaires par calcul. Ça marche aussi, ce sera bon pour vous. Nous avons tous un rôle à jouer qui est culturel, dans la production d'imaginaires inspirants, vecteurs d'espoir lucide. Quand vous faites des choses bien, j'entends, quand vous avez peut-être des nouveaux projets, j'espère qu'à la sortie d'ici, vous aurez quelques idées, parce qu'on va y venir, hein, j'ai pas fini. Vos projets, c'est pas vos projets. Vos projets, c'est des cadeaux pour le monde. Vos projets, c'est des projets pour changer le monde. Vos projets, vous devez être en capacité de les raconter une fois qu'ils auront réussi. Et même s'ils ont échoué, extrêmement important de savoir pourquoi un projet a réussi ou de savoir pourquoi un projet a échoué pour ne pas reproduire la même erreur. Extrêmement important de diffuser ça. Quand ce sont des réussites, extrêmement important de le raconter sous forme de récit inspirant. Donc ça veut dire qu'il vous faut 3 éléments. Il vous faut des indicateurs. Dire voilà concrètement ce qu'on a réussi à faire. Tel et tel indicateur. Deuxièmement, il vous faut des témoignages de gens. Il faut voir comment les gens témoignent au début, au milieu, à la fin du projet, comment ça a évolué, comment les mentalités ont évolué, comment les relations entre les gens ont évolué. Troisièmement, il vous faut des images, y compris l'image de la première réunion, dans une salle de réunion, vous êtes 3 clampins, vous ne savez pas exactement où vous voulez aller, vous avez l'air de 3 couillons. Et vous vous dites, ça n'a aucune espèce d'intérêt, cette réunion, on ne va quand même pas la filmer. Si, il faut la filmer. C'est précisément parce qu'elle n'a strictement aucun intérêt qu'il faut la filmer. Et surtout pas la diffuser, parce que vous auriez l'air de couillons. Vous gardez ça sur un disque dur, et même plusieurs parce qu'il faut faire des backups. Et ensuite, au bout de 2, 3, 4 ans, selon les projets, vous aurez une histoire à raconter. Et vous direz à ce moment-là, regardez, il y a 3 ans, où on en était. 3 couillons dans une salle, on ne savait pas où on voulait aller. Regardez 3 ans plus tard où on en est. Et ça, c'est un récit de transformation inspirant. Parce qu'il est inspirant, il va se diffuser, il va faire des petits ailleurs dans le monde. Et je n'ai pas dit qu'on passera du local au global et qu'on allait tout résoudre. J'ai simplement dit qu'on se donne au moins les clés de tendre vers ce qu'on va voir bientôt là, la résilience collective, la résilience même sociétale in fine. En tout cas, à minima territoriale et interterritoriale. Il y a un certain nombre de clichés qui circulent sur les récits. Voilà, je me prends en permanence ça dans les dents par des gens qui n'ont absolument pas travaillé sur la question, eux, et qui disent naturellement, spontanément, « Ah, mais il faut que ce soit positif, il faut générer de l'espoir, et il ne faut surtout pas faire peur. » Ça bloque les gens, la peur.
Bon, alors je vais vous expliquer. Pour qu'un récit soit véritablement motivant, stimulant, mobilisateur, il ne faut pas qu'il soit nécessairement positif, il faut qu'il soit inspirant. Et on peut inspirer avec bien d'autres choses que le positif. Surtout aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, où il y a énormément de colère. On peut motiver et rassembler de façon constructive, hein, par la colère, par l'indignation, et pourquoi pas par le grand, le beau, le noble, pas forcément le positif. Deuxièmement, l'espoir. Ah oui, il faut de l'espoir, mais de l'espoir lucide, s'il vous plaît. Si vous donnez de l'espoir aux gens, si vous travaillez sur le désir, vous allez mobiliser beaucoup plus de personnes, monsieur Keller. Ouais, c'est vrai. Mais mal. On mobilise des gens, mais pour des petites choses, pour un petit projet sympathique, pour mettre un bac avec des courgettes devant chez eux, ça d'accord. Pour supprimer les touillettes. Mais nous avons besoin aujourd'hui de remise en question rapide et fondamentale, à titre personnel, à titre collectif, à titre des organisations, à titre sociétal. Des remises en question fondamentales, pénibles, difficiles, qui vont demander des sacrifices et même des renoncements. Il faut qu'on puisse choisir ce qu'on veut garder, ce qui doit croître, même, des choses qualitatives, qui amènent du sens, des régénératives, etc. Et puis il faut faire décroître, ou en tout cas encadrer sévèrement beaucoup d'autres choses. Il y a des choses qui doivent arrêter, qui doivent stopper. Comment on fait? Comment on fait? On ne sait même pas stopper les choses, on ne sait plus. Mais il va falloir le faire. On ne le fera pas par le désir. On le fera uniquement par la peur. Parce qu'on ressent viscéralement qu'on n'a plus le choix. La peur, pour la remise en question dont on a besoin, elle est indispensable. Ce n'est pas moi qui le dis, il y a des études là-dessus. Si vous voulez, ensuite, vous pourrez aller voir Appealing to Fear, une méta-analyse parue en 2015, qui a fait la synthèse de tous les articles écrits jusqu'à ce point-là, 127, sur est-ce que la peur est un bon mobilisateur, est-ce que ça braque les gens, etc. La conclusion, elle est très claire. Ça ne braque jamais les gens, ça mobilise toujours. Donc les gens qui disent par principe, mais non, mais la peur, ça bloque les gens, soit ils n'ont rien compris, soit ils ont tout à fait compris, et ce qu'ils veulent, c'est maintenir le système. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, ils sont des alliés du système. Il faut une remise en question de ce système. Impérativement, c'est vital. Et pour ça, il faut de la peur. Par contre, est-ce que la peur suffit? Ben non. Hein. Si on fait peur aux gens, ils se braquent. Enfin, ils se braquent. Ils se replient, je voulais dire. Comme je le disais avant. Donc, il faut à la fois utiliser ce levier, ne pas avoir peur de faire peur, mais à la fois les inspirer, les empower, comme on dit en anglais, les incapaciter, leur donner des clés, des exemples inspirants. On y vient. Donc l'électrochoc est absolument nécessaire, mais au-delà de ça, eh bien, on va parler de comment on construit de la résilience. Il y a plein de définitions de la résilience, je pourrais en parler 3 heures, j'ai plus que 20 et quelques minutes, donc je n'en parlerai pas. Aujourd'hui, le terme de résilience, il est mal utilisé par des gens qui ont mauvaise intention, par d'autres qui ont bonne intention, mais qui ne se rendent pas compte, qui utilisent résilience juste parce que dès qu'il s'agit de résister à un choc ou à une crise, on va dire non, résilience. Oui, ok. Alors c'est une façon très légère d'utiliser un concept, c'est très approximatif. Il y a énormément d'études académiques sur la résilience et ce n'est pas n'importe quoi non plus la résilience. Alors on peut dire schématiquement que c'est globalement effectivement la capacité d'un système d'abord à résister quand il y a un petit choc qui arrive. Si le choc est trop gros, à ce moment-là le système doit se déformer, s'adapter, s'ajuster, passer en mode dégradé, maintenir les fonctions essentielles, ce qui lui permet de passer la crise et ensuite de rebondir et d'aller vers un nouvel état, pas revenir à la normale, d'aller vers un nouvel état, idéalement, si on a bien appris des leçons, plus résilient encore qu'avant. C'est la théorie, ça. Quand vous lisez le rapport du GIEC, qui l'a lu? Oh, bon, vous avez lu, enfin, le rapport, vous avez lu le résumé pour décideurs, j'imagine. Sur le rapport, voilà. Même moi, je ne prétends pas avoir lu le rapport du GIEC. J'ai lu le résumé aux décideurs et quelques passages. Voilà. Maintenant, concrètement, si vous lisez, vous avez un groupe de travail sur l'atténuation, un groupe de travail sur l'adaptation. Et quand vous entendez des gens qui, comme moi, viennent sur des estrades et vous parlent, ils vous font des propositions, vous dire il faut faire ci, il faut faire ça. Et c'est toujours, quasiment toujours, de l'atténuation ou de l'adaptation. Comment on va adapter nos sociétés à ce qui arrive? Eh bien moi, je suis dans aucune de ces deux catégories-là. Je vous dis, très bien, écoutez-les, c'est vital. Et dérisoire. Moi, je vous parle du cas où nous n'arriverions pas à atténuer suffisamment vite, et pas non plus à nous adapter suffisamment vite. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer le jour où on aura réalisé qu'on n'a pas réussi à s'adapter à des problèmes qu'on n'a pas réussi à atténuer?
Bon, c'est quoi aujourd'hui la solution? Personne n'en parle, à ma connaissance. Il y a des choses, je ne parle pas de zéro, mais personne n'a une vision globale de ça. C'est ce que je vais vous proposer maintenant. Donc moi, je vous parle de risques systémiques. C'est quoi la différence avec les risques classiques? Très important de comprendre ça. D'un côté, donc, on a les risques classiques qui sont des événements potentiels, futurs. Si jamais ils deviennent des crises, ce sont des crises qui sont limitées dans l'espace et dans le temps. Donc on a une approche qui est par la prévention ou la maîtrise des risques, et puis derrière, par la gestion de crise. Mais c'est quoi le but de ça, de la gestion de crise? C'est de revenir le plus rapidement possible à la normale. Ça se base sur deux présupposés. Un, le système est bon. Deux, le système est viable. Il est bon, donc il faut revenir à la normale. Il faut le maintenir. Il est viable, donc on peut le faire. Ces deux présupposés, je suis désolé, sont faux. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au moment où la normale elle-même glisse. Donc essayer d'y revenir n'a aucun sens. C'est comme essayer de se raccrocher à une branche qui est en train de se casser. Moi, je vous parle de processus, des choses qui sont déjà enclenchées, qui vont continuer, qui vont s'accélérer. Et face à ça, il nous faut une résilience globale, c'est-à-dire pas spécifique à un type de risque. Lorsque le GIEC vous parle de résilience, il vous parle d'une résilience face aux aléas climatiques. Ça rentre dans la catégorie de l'adaptation. Mais la résilience globale, ou la résilience systémique, quelque part on pourrait dire, c'est-à-dire face aux risques systémiques, ne rentre pas dans l'adaptation. C'est autre chose. C'est qu'est-ce qu'on fait quand justement on n'arrive pas à s'adapter. Il nous faut une résilience globale, quelle que soit la nature de la rupture de continuité ou des ruptures de continuité que nous allons vivre, et une résilience des systèmes socio-écologiques. Pas simplement des sociétés humaines, mais des sociétés humaines en interface avec un environnement, des ressources, des cycles. C'est l'ensemble qui doit être résilient. On est un peu trop anthropocentré, mesdames et messieurs. C'est nous, notre résilience. Oui, mais si on ne se préoccupe pas ou à peine de la nature, notre résilience n'existe pas sans une résilience de la nature. Donc à gauche, l'idée derrière, sous-jacente, c'est le maintien du statu quo. À droite, la résilience, c'est quelque chose de transformatif, de collectif. À gauche, ça ne vous implique pas nécessairement. À droite, ça vous implique nécessairement. Et c'est culturel, ça se joue sur le plan culturel. C'est pour ça que je parle d'un pas de côté. Vous ne devez pas simplement avoir aujourd'hui toute une palette de choix techniques. Bon, je vais essayer pour mon énergie, pour mes transports, pour mon eau, pour machin. Je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui. Il y a des gens qui font ça très bien. Il faut un pas de côté. Vous devez devenir des agents du changement culturel. À gauche, les rapports de force sont inchangés. Le système ne change pas. À droite, c'est de l'empouvoirment des gens. Voilà la grande différence fondamentale. Et la plupart des gens qui parlent de résilience, ils ne sont pas dans la partie droite, ils sont à gauche. Et ce sont des usages un peu laï-laï qui font du terme. À gauche, c'est leur pouvoir. C'est les pouvoirs des riches, c'est le pouvoir des décideurs, c'est le pouvoir des financiers, etc. À droite, c'est notre pouvoir. Ouais, mais eux, ils ont du pouvoir et pas moi. Ils ont du pouvoir au sein de ce système. Pour en construire un autre, ça ne peut venir que de nous. Ça ne peut venir que de nous. C'est notre pouvoir. Il est temps de le comprendre, de le réaliser et s'en emparer. Je n'ai pas dit que c'était simple, mais c'est faisable. Imaginez que, tout à l'heure je vous disais cet article-là sur la faible autonomie des villes, imaginez que du coup, on sorte de l'ère du pétrole et du gaz abondant et bon marché. Sachant qu'aujourd'hui, donc, les individus produisent plus leur nourriture, ils la stockent plus, ils la transforment plus. 70% de la nourriture des Français vient de la grande distribution qui a moins de 3 jours de stock dans ses points de vente. Les lieux de production et les lieux de consommation sont distants les uns des autres. Il n'y a plus de stock, ni à la ville, ni à la campagne. Il n'y a pas non plus de stock stratégique, ni de semences, ni de réserves de bouffe, de boîtes de conserve ou quoi que ce soit. Et le consommateur de surcroît n'a plus aucune tolérance à la frustration. Donc, si nous sortons de l'ère du pétrole et du gaz abondant et bon marché, on tient combien de temps ? Ça va être un beau bordel. Et maintenant, réimaginez. Imaginez que là, maintenant, à partir de maintenant, grâce à vous, notamment, dans les prochaines années et décennies, imaginez qu'on ait des systèmes de production énergétique qui peuvent être produits, opérés, maintenus dans un rayon géographique maîtrisable, avec uniquement les choses, les compétences et les moyens techniques dont on dispose dans un rayon géographique raisonnable. Imaginez cela. Ça veut dire que les cahiers des charges de l'innovation ou les choix que vous devez faire, vous, aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement toujours le choix de la performance maximalisée. Il faut que la performance soit correcte, mais surtout, les nouvelles priorités devraient être la fiabilité et la robustesse en mode dégradé. Et si aujourd'hui, quelque chose d'absolument essentiel pour la production d'énergie, comme ici je mets sur la slide par exemple, si cette chose-là utilise quelque part, directement ou indirectement, ça peut être en amont, ça peut être ailleurs, mais dépend d'une machine qui elle-même ne fonctionne parce qu'il y a une puce à l'intérieur, qui ne peut être faite que à Taïwan, sur une machine
qui elle-même n'est fabriquée que dans une usine au monde, aux Pays-Bas, ce que je vous dis est vrai. C'est absurde. Ça n'a aucun sens. Donc il est temps aujourd'hui de travailler dans un rayon géographique maîtrisable. C'est valable pour l'énergie, c'est valable pour la bouffe, c'est valable notamment aussi pour les systèmes de transport. Sur les systèmes de transport. Il est temps de penser culturel, sociétal, systémique. J'entends beaucoup parler des nouvelles motorisations. Ah oui, on va transformer le parc thermique en parc électrique. Aujourd'hui, on réindustrialise un petit peu la France. En tout cas, c'est un projet. Pourquoi pas? Je suis pour. Sous certaines conditions écologiques, etc. Je suis pour. Mais pourquoi? C'est quoi le but? Aïe, aïe, aïe. Le but du lithium qu'on va produire en France, c'est produire des nouvelles batteries de voitures. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est mort. C'est l'erreur à ne pas commettre. On ne remet absolument pas en question notre approche de la mobilité individuelle. On ne met rien en question du tout. On va juste remplacer les véhicules thermiques par des véhicules électriques. Ok, super, on a assez de lithium pour remplacer le parc en France. Une fois. Et dans 15 ans, on va se retrouver face au même problème. On n'aura pas avancé d'un iota. C'est débilissime. Donc, poser la question des nouvelles motorisations. Oui, moi je veux bien. Merci de rebasculer, s'il vous plaît. Mais d'abord, posons-nous la question des nouveaux systèmes de transport dont on a besoin et des nouvelles offres de services qui accompagnent ces systèmes de transport. Et on ne pourra véritablement répondre à cette question que lorsque l'on aura résolu la question, mais c'est quoi les nouveaux usages en termes de mobilité qu'on veut mettre en avant? Mais cette question-là, on ne trouvera une réponse que si on a d'abord réévalué collectivement nos besoins en termes de mobilité. Et ça, mesdames et messieurs, c'est une conversation qu'il faut avoir tant qu'on peut encore l'avoir dans des bonnes conditions, une conversation sur des choix de modèles, de société. Une approche systémique et culturelle. On prend les choses comme d'habitude, par le mauvais bout de la lorgnette, par l'aspect technique, parce qu'on ne sait faire que ça. Et on se trompe. On n'a pas la bonne boussole. Il est temps de poser des questions stratégiques, celles qui manquent, celles qui dérangent. Exemple, comment faire pour que n'importe qui, n'importe où, jusqu'au fin fond des campagnes, puisse vivre une vie satisfaisante, répondre à ses besoins essentiels, assurer sa sécurité et celle de ses proches, le tout durablement, sans avoir à posséder de véhicule. Voilà, je ne sais pas si dans cette salle, il y a des gens qui peuvent contribuer à trouver des réponses à cette question. Je vous dis juste une chose, c'est que si on ne trouve pas collectivement une réponse à cette question dans les 10 ans qui viennent, ça va être un beau bordel dans les campagnes et ce problème ne restera pas dans les campagnes. Ça va être un sacré choc. Vous avez en France des filières de matériaux qui sont biosourcés et géosourcés. Renseignez-vous, je suis sûr qu'il y a plein de choses que vous faites ou sur lesquelles vous vous reposez qui sont fabriquées avec des trucs qui sont produits à l'autre bout de la planète alors qu'en réalité, il y aurait moyen de faire fonctionner, faire tourner et rentabiliser des filières françaises sur des choses qui sont présentes dans un rayon géographique maîtrisable. Renseignez-vous sur les low-tech. Les low-tech, voyez-vous, souvent les gens pensent que c'est le mec qui pédale pour faire tourner le tambour de sa machine à laver, c'est le four solaire, c'est la marmite norvégienne, c'est des trucs comme ça, le rocket stove, et j'en passe. Ok, et puis quelques bricolages d'ingénieurs, ok, super. Et donc on imagine ça, oui, c'est bien pour les autonomistes, c'est bien pour les transitionneurs, c'est bien pour quelques farfelus, c'est bien pour des villages dans des pays du Sud. Mais en France, tout de même, ne rigolons pas. C'est parce que, si vous pensez ça, c'est parce que vous n'avez pas compris le potentiel des low-tech. C'est un potentiel et c'est un enjeu d'innovation, de R&D et d'industrie absolument majeur. Donc je vous encourage d'une part à aller sur la page Wikipédia consacrée aux low-tech et vous retrouverez cette infographie avec sa légende, parce que sinon on ne comprend pas. Je vous encourage et vous invite chaudement également à lire la note de la fabrique écologique consacrée à l'innovation low-tech. Vous verrez ce que c'est, vous verrez le potentiel que ça, vous verrez l'importance que ça, vous verrez également ce que ça n'est pas, et vous verrez que ce n'est pas la même chose que de l'innovation frugale, contrairement à certains discours. Imaginez que nous ayons préservé notre foncier agricole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où vous vivez, s'il y a des gens qui viennent acheter du foncier nourricier pour l'artificialiser pour un truc qui n'apporte aucun bénéfice à la société, juste quelques dividendes à quelques actionnaires peut-être, ce projet-là doit être bloqué. Il faut rentrer en résistance contre ce type de projet. C'est notre avenir que le foncier nourricier. Il faut le préserver maintenant, c'est vital. Même si vous n'avez pas le gène du zadiste en vous, il va falloir trouver des moyens de résister et d'empêcher ce type de projet. Il y a plein de moyens de le faire. Il faut se donner les moyens de l'autonomie territoriale pour tout ce qui est vital. Ça ne veut pas dire autarcie, ça veut dire que pour ce qui est vital, il faut au moins avoir le potentiel de produire assez pour répondre aux besoins de sa propre population. Ça a toujours été le cas dans l'histoire, partout, jusqu'au XXe siècle. Et maintenant, c'est fini, ça ne fait même plus partie des politiques publiques. Oh,
C'est le passé, ça, c'est fini. On est tellement au-delà de ça. Maintenant, c'est l'abondance. Eh bien, on verra. Parce que voyez-vous, grâce à la loi de l'avantage comparatif de David Ricardo, aujourd'hui, on a mis tout en compétition. Les humains, les entreprises, évidemment, les États, les territoires. Comme les territoires sont en compétition, ils doivent être compétitifs. Pour être compétitifs, ils doivent se spécialiser. Donc, ils produisent un nombre de choses limité. Alors, c'est normal, hein, on n'a jamais produit de tout partout. Il y a, à ma connaissance, pas beaucoup de mangues qui ont été produites à Dunkerque. Mais cela dit, même si on ne produit pas de tout partout, dans les territoires, avec ce dont on pouvait disposer localement, il y avait quand même assez pour au moins nourrir les gens. En quantité, en variété nutritive, nutritionnelle. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, donc nous importons tout ce que nous consommons et nous exportons tout ce que nous produisons. Je vous ai dit, hein, 97,9% de ce qui est consommé vient d'ailleurs. Et 97% de ce que nous produisons va ailleurs. C'est dingue. Bon, ça c'est facile, parce qu'il y a une abondance de pétrole bon marché. Ça ne coûte rien d'envoyer et de faire venir de l'autre bout du monde. Non, excusez-moi. Ça c'est facile tant qu'il y a du pétrole abondant et bon marché. C'est bientôt fini. Donc il faut se réorganiser rapidement. Par anticipation, ce serait mieux. Développons l'agroécologie et, à des plus petites échelles, la permaculture. Renseignez-vous si vous ne vous êtes pas encore renseigné sur l'agroécologie. Là, enfin, je peux prononcer le mot solution, qui est un mot que je prononce rarement. Dans l'énergie, il n'y a pas de solution. Dans les transports, il n'y a pas de solution. Il y a des arbitrages. Il y a des outils, il y a des leviers, il y a toute une palette de choses, mais qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Ce sont des compromis, voilà, multicritères. Alors que, pour la production de bouffe, l'agroécologie, c'est une solution. Ça peut s'adapter partout. On peut produire de façon intensive, tout en régénérant la nature, parce qu'on va travailler avec elle, plutôt que contre elle, comme on le fait aujourd'hui bêtement. Ça demande un gros changement de système, ça ne va pas se faire comme ça. Et pourtant, là, il y a vraiment une solution. Renseignez-vous sur l'agroécologie, et si vous pouvez pousser dans ce sens, faites-le. Et si nous végétalisions les agglomérations, mais de façon vivrière, donc les gens vont travailler ensemble à produire une partie de leur bouffe, de temps en temps on se fait un gueuleton, on fait ça interquartier, donc des gens qui n'ont pas l'habitude de se croiser vont se croiser, ça crée du sens autour d'une chose qui nous rassemble tous, et ça va créer, tout le monde ne va pas devenir pote, hein, mais ça va créer un petit peu de connaissance et de confiance, et donc de résilience. Et si on bouclait les cycles de nutriments, notamment le cycle du phosphore qui est vital, voilà, aujourd'hui on prend le phosphore dans le sol, on le mange et ensuite on va faire nos besoins dans de l'eau potable. Et donc on prend et ça part. Aujourd'hui, nos sols ne sont plus capables d'assurer le cycle du phosphore, donc on les perfuse artificiellement avec des engrais NPK. Voilà, les engrais qui contiennent des phosphates. Ils viennent d'où ces phosphates? D'ailleurs, d'Afrique du Sud, de Chine. 70 à 80% des réserves, c'est dans le Maroc du Sud, dans le sud du Maroc. Bon, on va avoir des graves pénuries de phosphore, et si on n'a pas changé de modèle agricole d'ici là, ce seront des graves pénuries alimentaires. Donc, on peut au moins faire ça. Mettre des toilettes sèches là où c'est possible, et puis partout ailleurs, mettre des toilettes à séparation d'urine et récupérer les urines, on sait ensuite les traiter, les revaloriser comme intrants. Et là où ça a été fait, parce que ça a été fait, ça marche extrêmement bien. Il suffit de le faire. Ça coûte de l'argent par contre. Imaginez qu'on ait mis en place des circuits courts locaux. Je précise locaux parce que si vous achetez directement un néo-zélandais, c'est un circuit court. C'est un nombre d'intermédiaires dans la chaîne. Avec des économies locales, avec des monnaies locales, qui font que lorsque l'économie mondiale va cesser de fonctionner, oui, l'économie mondiale va cesser de fonctionner. L'économie mondiale telle qu'elle est construite aujourd'hui, elle ne peut que croître. Il faut qu'elle croisse. Il faut que demain soit plus gros qu'aujourd'hui. Sinon, on n'investit pas. Sinon, où est le retour sur investissement? Sinon, on n'a pas de crédit. Si les gens ne peuvent pas rembourser. Non, tout le système s'effondre s'il n'y a pas de croissance. Bon, mais pour qu'il y ait cette croissance, comme elle est absolument indissociable des flux d'énergie et de matière, il faut qu'il y ait toujours plus d'énergie, toujours plus de matière, et je suis désolé, mais on est arrivé aux limites de cette histoire-là. Donc, comme une pyramide de Ponzi, elle va se casser la gueule. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas jusqu'à quel point, je ne sais pas ce qu'il en restera au final. Je n'en ai aucune idée. D'accord? Mais ce qui est certain, c'est que bien avant 2050, notre modèle économique ne fonctionnera plus. C'est certain. Et avec ça, eh ben au moins, les petits producteurs de l'essentiel, de la bouffe, ils ne mettront peut-être pas la clé sous la porte, comme on dit. Ils peuvent continuer de fonctionner en circuit fermé au niveau territorial, entre les producteurs et les consommateurs, et entre les deux, des distributeurs, des transformateurs, des restaurateurs, et j'en passe.
Il faut que dans le système, tout ce qui est important soit redondé. Si ça tombe en panne, quelque chose doit prendre le relais. Il faut qu'il y ait des stocks, mais des stocks collectifs. Si chacun fait des stocks de son côté, ça ne marchera pas. Parce que jamais tout le monde n'en fera, et donc le jour où il y en aura besoin, celui qui n'en a pas fait, s'il sait que son voisin qu'il déteste en a fait, ça ne va pas créer de la résilience collective. Il faut donc en faire collectivement, et les gérer collectivement. Et il faut une culture écologique. Je n'ai pas dit écologiste, hein. Vous pouvez ne pas être écolo, on s'en fout de ça. Mais une culture de l'écologie. Voilà. Si vous n'avez pas de culture écologique, il vous manque quelque chose d'essentiel pour l'avenir. Et ça serait bien d'avoir un certain respect pour le non-humain. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On est très anthropocentré. L'anthropocentrisme fait qu'on ne se préoccupe pas assez du non-humain. Et quand on ne s'en préoccupe pas assez, on ne réagit pas quand il est détruit, on l'exploite, on finit toujours par le surexploiter et par le détruire. Il va falloir se réveiller un petit peu. Si on est dans une logique purement utilitariste du vivant, comme on l'est aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi il y aurait de sursaut, je ne vois pas pourquoi on arrêterait. Voilà, si quand vous voyez un animal, vous pensez viande, et que viande, sachez que vous êtes du côté de la solution. Non, du côté du problème. Il faut mettre en place une sobriété systémique. Systémique. On ne peut pas juste appeler à la sobriété, à la bonne volonté des gens, quoi. Faites des efforts de sobriété. Ouais. Non, ça doit s'organiser systémiquement. Et donc ça veut dire qu'il faut se poser des questions, avoir des conversations, effectivement, sur ce qu'on est prêt ce à quoi on est prêt à renoncer, notamment pour organiser une descente énergétique et matérielle. Et tout ça doit se faire en solidarité, en inclusivité, en justice sociale et en cohésion territoriale, non pas parce qu'Arthur Keller il l'a dit, et parce que c'est mieux, Kumbawa, ouais super, et parce qu'Arthur Keller, il se trouve que c'est aussi un expert des systèmes résilients et qui vous dit que s'il n'y a pas ça, ça ne marchera pas. Ça va être le chaos. Et il faut développer une économie de fonctionnalité, ou comme on dit maintenant, économie de fonctionnalité et de la coopération. C'est extrêmement important. Je ne vais pas développer énormément puisque c'est la suite de cette journée. Mais ça, c'est une des clés absolument indispensables. Ce n'est pas la solution. Hein. C'est une boîte, c'est un outil dans la boîte à outils, mais c'est un outil intéressant. C'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui. Parce que j'ai bien compris que c'était compliqué de passer de systèmes globalement linéaires à des nouveaux systèmes, à des nouvelles logiques, des nouveaux modèles d'affaires. Sauf qu'ils existent. C'est peut-être pas aujourd'hui encore, peut-être que ça ne sera jamais, les systèmes les plus efficaces en termes de production de fric. Maintenant, il serait temps peut-être aussi de tester de nouvelles choses. Par exemple, de tester des nouveaux indicateurs, des nouvelles méthodes de comptabilité. Renseignez-vous par exemple sur la comptabilité en capital triple. Il y a un modèle, il y en a d'autres, qui s'appelle CARE, C-A-R-E. Renseignez-vous. Globalement, on fait les comptes de l'entreprise, actifs-passifs, et pas juste sur le fric, également sur les ressources et sur l'environnement et sur le social. Et globalement, une entreprise qui fait un super chiffre d'affaires mais qui détruit le capital naturel dont son chiffre d'affaires futur dépend, cette société, elle n'est pas en bonne santé. Donc renseignez-vous là-dessus. Et vous verrez qu'il y a vraiment un gisement d'efforts incroyable dans l'EFC. Termine avec quelques idées. Première idée, il est temps de mettre en place une gestion partagée des communs. Déjà, on se pose la question de nos besoins. On est tous égaux devant certains besoins essentiels. La question, c'est de quoi dépend la satisfaction dans le temps durable de ces besoins. Ces choses-là doivent être préservées et elles doivent être gérées dans la durée avec les gens dont l'avenir en dépend. Pas par une entreprise, pas par un investisseur, étranger, lointain ou je ne sais quoi, pas même par un élu, parce que si ça se trouve, dans 5 ans, il ne sera plus là. Non, par les gens dont l'avenir en dépend. Renseignez-vous par exemple sur les travaux d'Elinor Ostrom sur cette question, mais il y a d'autres travaux sur la gestion des communs. Et si on garantissait l'accès à l'essentiel à tout le monde? Par exemple, les premiers litres d'eau gratuits pour tous. Ce n'est pas du rêve. C'est le cas aujourd'hui à Montpellier. À Dunkerque, ce n'est pas gratuit, mais c'est quasiment donné, les premiers mètres cubes d'eau. Imaginons, on développe ça et on le généralise à peu près tout. Les premiers kilowattheures d'électricité, les premiers mètres cubes de gaz, pourquoi pas tout d'ailleurs, les transports en commun, et un certain nombre d'autres choses. On pourrait imaginer les premiers vêtements. On pourrait imaginer les premières denrées alimentaires. Renseignez-vous sur la DIA, la dotation inconditionnelle d'autonomie. C'est une proposition très intéressante, je n'ai pas le temps de la développer. Renseignez-vous si vous voulez. Renseignez-vous sur la sécurité sociale alimentaire qui est en train d'être mise en place à Montpellier encore, à Strasbourg, où de la même manière qu'aujourd'hui on a des actes médicaux et on a des substances pharmaceutiques qui sont gratuites, remboursées, et bien là, les premières vivres, jusqu'à un certain point. Je ne sais pas si c'est par jour, par mois ou par semaine ou par mois, mais globalement, pour chaque personne, sont gratuits. Voilà, donc la base pour survivre dignement est assurée pour tout le monde. Ça coûte rien ou quasi rien.
Au-dessus, on commence à payer normalement, et puis très vite, on va payer de plus en plus cher. Et celui qui surconsomme, il surpaye. Et globalement, ça s'équilibre. C'est censé ne pas coûter un centime à la collectivité. Vous savez ce que ça permet, ça? Ça ne permet pas effectivement de faire disparaître les enjeux autour de la fin du mois, du pouvoir d'achat, ils resteront là, mais pour autant, on prend un peu de marge de manœuvre, on prend un peu de recul. Si chacun a la certitude qu'il pourra nourrir ses enfants et lui-même, quoi qu'il arrive, le mois prochain et dans 3 mois et dans 6 mois, on souffle un peu quand même. Et alors, il y a un truc formidable qui se passe. C'est que les gens, là, ils innovent. Là, ils proposent des choses. Là, ils sont créatifs. On n'innove pas quand on est ras la gueule. On n'innove pas quand on n'a pas de marge de manœuvre. On innove, ça veut dire prendre des risques, innover. Tenter quelque chose de nouveau, c'est prendre des risques. Il n'y a que des riches qui peuvent se le permettre. Bon, ben là, il s'agit de démocratiser la prise de risque. Et ça, c'est un moyen de le faire. Et vous savez que ça change tout, ça. Tout. Et c'est précisément pour ça que ça n'arrivera jamais du haut. Ça n'arrivera jamais du haut. Mais ça va arriver du bas grâce à vous. Il est temps maintenant de faire des expérimentations, mesdames et messieurs, là où vous êtes implantés, dans les territoires où vous êtes implantés. Différents types d'expérimentations. Les expérimentations sur la régénération écologique, comment on fait, etc. Des expérimentations sur comment on produit les choses de façon différente. Par exemple, l'agroécologie, permaculture, maraîchage sur sol vivant, agroforesterie, et j'en passe. Par exemple, ensuite, expérimenter sur l'économie, mettre en place des économies locales. Mais mettre en place également d'autres façons de prendre des décisions, et notamment de nouveaux indicateurs, etc. Mettre en place des expérimentations sur le social, le modèle social. Pourquoi pas tester une forme de salaire ou de revenu inconditionnel, ou sous certaines conditions d'ailleurs. À voir. Il y a plein de propositions qui existent, qui sont très différentes. Il faut tester les choses. Tester également sur la politique, donc c'est comment on prend les décisions, collectivement, la gestion des communs notamment. Et puis enfin, voir ce que je viens de vous dire, assurer une base vitale pour tous. Ce sont des choses qu'il faut expérimenter, documenter, pour pouvoir ensuite raconter les choses et expliquer pourquoi ça a marché de façon très inspirante ou pourquoi ça a échoué de façon très claire. Et ça, tout ça, ça permet de tester différents morceaux qui sont demain les différentes pièces d'un nouveau modèle de société, mesdames et messieurs. Parce que le modèle de société, personne ne va le décréter du haut. Allez, maintenant, on change de modèle de société. Impossible. Parce que c'est impossible, on va s'accrocher au système existant et on va atteindre des limites. Il va y avoir des points de blocage et des points de dévissement ou de dévissage. Et lorsqu'on va arriver à ces points de dévissage, l'important, c'est d'avoir déjà un plan B qui est prêt. Et ce plan B, il se construit par vous, par les territoires et par petits morceaux qui pourront être assemblés au moment voulu. Je ne vois que ça. Je termine en disant que ça passe par des chantiers coopératifs, parce que les gens ensuite réfléchissent et réalisent qu'il y a peut-être une communauté de destin entre eux, plutôt que d'être chacun dans son clapier. Ça crée de la confiance, de la cohésion et un sentiment d'efficacité personnelle. Quand les gens font et sont gratifiés pour avoir fait, ils veulent faire plus. Donc face à ça, la résilience, c'est bien, hein, c'est très bien. On peut se dire, je vais faire mieux à mon niveau, ok, très bien. Mais surtout, il faut devenir un agent de la résilience sociétale. On vous dit souvent ce que vous pouvez faire en tant que consommateur, consommer moins de ceci, plus de cela. Ok, super, c'est très bien. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire collectivement en tant que citoyen? C'est là que ça va se jouer. Ça, c'est à titre individuel. À titre des organisations, pareil. On peut rendre les entreprises plus soutenables, plus résilientes en adaptant les modèles d'affaires. Très bien, ok, essayons. Mais ça ne sert à rien d'essayer de rendre une entreprise résiliente dans une société qui ne l'est pas. Il faut impérativement maintenant comprendre que vous devez vous muer en agent de la résilience sociétale et vous mettre en réseau. On a besoin d'une coopération entre entreprises alors que ce n'est pas du tout dans la culture aujourd'hui de notre système économique. C'est absolument indispensable. Donc économie de fonctionnalité et de coopération. À nous, mesdames et messieurs, de construire aujourd'hui des alternatives inspirantes. Tout ça, ça se fait ensemble, entre gens différents. Il faut tisser des liens entre gens différents, pas rester entre nous. C'est un écosystème d'acteurs avec des penseurs, des faiseurs, des inspirateurs, des organisateurs et des facilitateurs. Les penseurs sont des gens qui étudient, conceptualisent et proposent des choses, comme moi, j'en fais partie, du moins j'essaye. Les faiseurs sont des gens qui mettent au point, montrent l'exemple et transmettent leur savoir et savoir-faire. Bon, je ne fais pas vraiment partie, mais sauf sur certaines choses. Il y a des gens évidemment qui sont beaucoup plus dans l'action concrète de terrain que moi. Les inspirateurs sont des gens qui racontent, diffusent, rendent inspirants. J'essaie d'en faire partie, j'espère que ça aura marché pour certains d'entre vous.
Il y a des gens, ensuite des organisateurs, qui sont des gens qui structurent, animent, coordonnent des projets, des mouvements, des dynamiques territoriales ou interterritoriales. Je n'en fais pas partie. Il faut des compétences que je n'ai pas développées ou pas assez. Et puis les facilitateurs sont des gens qui ont des moyens, soit de l'argent pour financer, soit autre chose, ils peuvent patronner en capacité. Voilà, faire du mécénat d'entreprise, mécénat de compétences. Donner, prêter, louer un lieu, un local, un terrain, donner accès à de l'équipement, donner accès à un réseau, intervenir pour débloquer une situation de blocage, et j'en passe. Bon, moi je vous ai dit où j'essayais d'être dans cette étoile. Maintenant, vous devez vous poser cette question. Quel acteur du changement êtes-vous? Quel acteur du changement pouvez-vous être? Et certainement plus important, quel acteur du changement, mesdames et messieurs, voulez-vous être? Il faut savoir déjà ça pour vous, et ensuite il faut vous connecter les uns avec les autres pour que toutes les échelles, toutes les branches de l'étoile, sur n'importe quel projet, soient réunies. C'est une chance inouïe que nous avons, celle de pouvoir être les héros de nos gosses. Et comme je le dis toujours pour clôturer mes interventions, nous sommes à une croisée des chemins. Et c'est le déclic ou le déclin. Merci.